Bonsoir tout le monde, bienvenue sur AB Moteur. Nous voici en direct pour la première fois de 2006 pour entendre ces mots. Et ce sont des mots qui ont été prononcés de manière convaincue, de manière énergique. Dynamique. Salut à tous, oui, Philippe Chéreau Patangeli pour la première fois de cette année 2006 et pour ouvrir cette saison de NASCAR Nextel Cup, encore une fois en exclusivité sur AB Moteur, avec toutes les courses quasiment en direct, sauf évidemment celles qui seront disputées pendant les nuits à 3 ou 4 heures du matin, auquel cas on vous les diffusera au matin, le lendemain matin évidemment. Mais ce soir, c'était pas prévu, hein, il faut bien le dire Philippe, hier soir, ou cette nuit plus exactement, devait se dérouler ce Bud Shootout, une course de prestige qui réunit tous les polemen de l'année dernière et les anciens vainqueurs de cette petite course de prestige donc pour lancer la saison. Il a plu, maintenant il y a du soleil et ça nous permet donc, plutôt que d'avoir diffusé la course en léger différé ce matin à 9h, de vous la diffuser ce soir en direct. AB Moteur a réagi pour vous faire plaisir à vous qui êtes des passionnés de sport auto. On vous souhaite la bienvenue. Voilà donc, bienvenue à toutes et à tous. Pat, ça me fait très plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Oui. Une saison exclusive en direct de NASCAR Nextel Cup. C'est sur AB Moteur. Voilà donc on est content d'enchaîner pour la seconde année donc cette grande famille de la NASCAR, un peu française maintenant désormais sur AB Moteur. Et il est vrai, eh bien, on va en profiter pour vous répondre comme cela en direct, comme on avait toujours pris l'habitude de le faire. Vous remercier pour tous vos vœux. Qu'on a bien pu lire, vous remercier aussi pour votre fidélité et puis aussi pour les petits messages de ceux qui étaient là ce matin et qui ont bien compris bien sûr qu'on ne peut pas courir sur un ovale lorsqu'il pleut. Ça c'est bien sûr le règlement et la tradition. Le seul petit regret, même si on est heureux de vous assurer ce direct en intégralité, on peut que regretter qu'en effet eh bien, le Bud Shootout ne sera pas un vrai Bud Shootout puisqu'il aura lieu en pleine journée. Et que habituellement, c'est vrai, tous les Bud Shootouts disputés l'ont toujours été pratiquement de nuit, ce qui enlève... Ouais, depuis 2003. Oui, ce qui est toujours, si vous voulez, quelque chose d'assez exceptionnel. Alors, le Budweiser Shootout, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une course qui regroupe tous ceux qui ont gagné une pole position lors de l'année dernière, lors de la saison de l'année dernière, et tous ceux qui ont par le passé gagné ce rendez-vous très spécial. Alors, il y a... cette année, si vous voulez, 17 pilotes qui sont qualifiés et donc éligibles grâce à une pole position. Et puis, il y en a quelques-uns qui le sont également en tant qu'anciens vainqueurs. Il y a des éligibles qui, malheureusement, ne participeront pas. Pourquoi? Eh bien, parce que Rusty Wallace, par exemple, a pris sa retraite et qu'il ne sera donc pas là pour défendre, on va dire, son droit. Rusty Wallace qui avait gagné ce rendez-vous en 1998. Et puis, il y a aussi Terry Labonte qui, lui, avait gagné en 85 et qui ne sera pas là non plus parce que lui, il a déjà, entre guillemets, un petit peu pris sa retraite, on va dire, une semi-retraite. Ouais. Et c'est cette saison 2006 qu'il prendra d'ailleurs officiellement sa retraite, mais on le verra participer à quelques courses. Ouais, 10 courses exactement, c'est ce qui est prévu en tout cas pour Terry Labonte. Ce qui nous donne bien quand même les hommes les plus rapides, dont le recordman des pôles depuis quelques années maintenant, Ryan Newman, 8 pôles l'année dernière, même si ça n'a pas été une saison de tout repos pour lui. Et puis en tant qu'ancien vainqueur du Bud Shootout, on aura Dale Earnhardt Jr., Mark Martin, Ken Schrader qui a tiré au sort la pole position pour l'ancien. Ça fait plaisir, lui qui est transféré cette année. Avec une nouvelle écurie. Hein. Ouais, une nouvelle écurie, des Wood Brothers, la plus vieille écurie avec le plus vieux pilote, donc ça va bien ensemble. Et avec un sponsor armé américain. Voilà. Voici d'ailleurs, voici la grille que l'on vous présente tout de suite. Avec Ken Schrader dont vous parlez, et puis Jimmy Johnson en première ligne aussi. Le champion, Tony Stewart. I'm Joe Nemechek, driver of the US Army Chevrolet. Ah oui, le sergent recruteur le plus rapide. Casey Kane qui a une revanche à prendre par rapport à la saison dernière, même s'il avait réussi à gagner sa première course. Ben Sadler qui a un nouveau look, de plus en plus long les cheveux et la barbichette. Salut Elliott. Newman, 8 pôles en 2005. À qui l'intersaison a bien profité d'ailleurs. Et Scott Riggs, et c'est son premier Bud Shootout pour Scott Riggs qui a fait les pôles la saison dernière. Ah, lui il a déjà gagné Dale Jarrett ici en 2000. I'm Jeff Gordon, two-time winner of the Bud Shootout and winner of 2 poles last year. 2 year. victoires pour Jeff Gordon évidemment présent. Et 2 pole positions l'année dernière. Carl Edwards est un des grands favoris de ce rendez-vous, mais aussi de la saison, on en reparlera. Et puis, voilà Bill Elliott, un grand revenant qui a gagné ici en 87. Mark Martin en tant qu'ancien vainqueur ici, 2 fois d'ailleurs, 89-90. Et la première pour Kyle Busch.
Et la première aussi pour Denny Hamlin, qui avait fait une pole en fin de saison l'année dernière. Ouais, Surprise après son générale. 6e départ seulement, il vient de le rappeler. Matt Kenseth qui a re-signé un contrat chez Rush Racing. Et Jamie McMurray qui vient lui d'arriver chez Rush Racing. Et 2 pôles à Talladega et Richmond pour Kevin Harvick, et Dale Earnhardt Jr. lui aimerait bien gagner ce shootout qu'il avait gagné en 2003. Voici un autre rookie qui avait aussi fait des pôles la saison dernière, Brian Vickers. Et Michael Waltrip qui vient de créer sa propre écurie en association avec Bill Davis et Jasper C'est la grille dans l'ordre. Motorsports. Hein C'est la grille dans l'ordre. Oui, tout à fait. C'est la grille dans l'ordre. Vous avez vu, ils ne seront pas 43 aujourd'hui. C'est la semaine qui va nous mener au Grand Daytona 500. Alors ce soir, donc le Bud Shootout, une course de prestige avec beaucoup d'argent à gagner. Jeudi soir, nous serons en direct pour les 2 courses jumelles, les Gatorade 150, qui décideront en fait de l'ordre de départ du Daytona 500. Jeudi soir, donc rendez-vous, on vous le dit déjà, à 20h. Vous allez sur abmotor.tv pour voir tous les changements éventuels et les horaires. Et puis le Daytona 500 dimanche prochain, évidemment, ce sera 20h, la grande course américaine. Oui, là on a vraiment en plein cœur des Speedweeks, catégorie NASCAR. Alors, clairement, comment cette grille a été mise en place? Eh bien, par tirage au sort, tout simplement. Il n'y a pas eu de qualification pour cette course qui regroupe les meilleurs qualificateurs. Bref, 23 pilotes sont au départ aujourd'hui, un de plus que les dernières. Les dernières, c'était déjà une grille record avec un nombre donc record de participants. Le vainqueur cette année va recevoir au minimum 21 000 $. Non, 210 000. 210 000, ah oui, j'avais enlevé un zéro tellement je ne suis plus habitué à citer les chiffres. Pour boire. La dernière fois que j'ai fait des chiffres, c'était pour ma déclaration, donc forcément ça change. Ouais, vous êtes fâché, Philippe, avec les chiffres, d'autant plus qu'il n'y a pas 23 pilotes, c'était 23 éligibles, mais je crois qu'avec les 2 forfaits de Wallace et Thierry Labonte, il n'y en aura que 21. Hein. Oui, exact. Oui, je suis vraiment fâché avec les chiffres. Alors, à propos de chiffres, il y a tellement de chiffres dans les statistiques de la NASCAR. À propos de chiffres, Pat, on va quand même rappeler une chose, c'est que de plus en plus, la NASCAR s'affirme comme le sport le plus populaire grandissant aux États-Unis. Il talonne maintenant, on va dire, le sport emblématique américain, la NFL. Alors c'est vrai que le Daytona 500, ça reste le Super Bowl des sports auto américains, à un moment bien sûr où on a parlé du Super Bowl NFL la semaine dernière, et donc à l'inverse de nombreux autres championnats qui ont leur course de prestige en milieu ou en fin de saison, et bien la NASCAR débute toujours par sa course phare, même si dans l'année on va pouvoir vous rappeler qu'il y a aussi des courses très intéressantes à suivre, des courses un petit peu comme ça que l'on peut relever, comme par exemple les courses de Bristol au mois d'août en nocturne, ou encore les rendez-vous de Talladega, sans oublier bien sûr le Brickyard 400, la course à Indianapolis. Bref, toute la saison est parsemée de courses très intéressantes, mais c'est vraiment le Daytona 500 qui a marqué les espoirs, qui a marqué les mémoires, et qui nous donne toujours espoir de voir un très beau spectacle, et cela depuis plus de 50 ans. Voilà, et vous allez pouvoir évidemment nous envoyer vos messages. On tâchera pour le Daytona 500 de mettre un lien direct avec la page d'accueil d'abmotor.tv pour que ce soit plus simple pour vous. Mais pour ce soir, si vous avez envie de nous envoyer des petits messages, eh bien on va garder un petit peu notre adresse de la saison dernière. Philippe, direct abmotor. Groupe-ab.fr, voilà, je vais chercher. Il faut qu'on se remette un petit peu dans le bain. Direct, arrobase, groupe-ab.fr. Je vous laisse faire. Direct, arrobase, groupe-ab.fr. Voilà. Et mais dans quelques jours, allez, au pire, d'ici 2 semaines, on va vous faire comme il y avait avant sur l'ancien site, un petit lien automatique pour poser des commentateurs de tous les directs, que ce soit les directs d'auto, des sports américains, ou aussi les directs de nos amis de la moto, que ce soit Pierre-Yves Godilla ou notre ami Jean-Christophe Vasquez. On va y arriver, hein. On va y arriver, il faut qu'on se remette dans le bain comme nos amis de la NASCAR, parce qu'en fait, le Bud Shootout, en quoi c'est intéressant? Hormis que ça regroupe quand même des pilotes ultra rapides, c'est la première fois qu'on découvre en effet des pilotes dans leur nouvelle écurie. On va démarrer dans un tour. C'est aussi pour certains la première fois que l'on montre des nouvelles couleurs. C'est le cas par exemple de cette voiture numéro 21 qui donc démarra en tête, celle de Ken Schrader avec l'US Air Force en tant que sponsor principal. Et puis aussi celle
c'est la façon de découvrir pour la première fois cette année la Ford Fusion dont on a tant parlé et qui donc remplace en fait la Ford Taurus qui a été plusieurs fois vainqueur et même championne, pas en tant que constructeur, mais en tant que voiture de pilote avec Matt Kenseth ou encore avec Kurt Busch qui lui aussi donc a changé d'écurie mais qui sera pas là ce soir. Qui n'est pas là ce soir, tout à fait. Voilà, pour les nouveaux, il va falloir regarder le 21 Ken Schrader. Il y a également donc Jamie McMurray dans la voiture 26 qui remplace Kurt Busch mais qui n'a pas pris le numéro 97, il a pris donc le numéro 26. Et puis Michael Waltrip qui en association avec Bill Davis a créé son écurie en association avec Jasper Motorsport qui avait, souvenez-vous pour les spécialistes l'année dernière la voiture 77. Et bien Jasper Motorsport avec Michael Waltrip encadré par les moteurs et le matériel de Bill Davis, c'est un peu compliqué, sont tous ensemble pour créer cette voiture pilotée par Michael Waltrip cette année qui aura le numéro 55. Oui, on va bien sûr, comme le font actuellement nos amis américains, vous expliquer quels sont les grands changements de ce début de saison pour cette NASCAR Nextel Cup version 2006. Il y a aussi pas mal de choses à espérer pour l'avenir, aussi bien par rapport à des décisions techniques concernant la fameuse voiture de demain, celle que l'on appelle la cote pour les Américains, et puis aussi des programmes bien sympathiques, les fameux programmes Diversity. Cet homme que l'on voit ici à l'écran n'est autre que Dale Earnhardt Jr., un des grands favoris encore cette année bien sûr pour le Daytona 500 sur cette piste, parce qu'il est de retour avec son cousin Tony Ray Jr. et parce qu'il s'est tellement loupé l'année dernière qu'il ne peut que mieux faire cette saison. Et il est tellement revanchard Dale Earnhardt Jr. qu'il a fait des déclarations tonitruantes cette semaine. On vous en parlera avant le Daytona 500. Non, c'est avec Tony Truant. Et donc il a déclaré avant les playoffs nous aurons gagné 6 ou 7 courses. 6 ou 7 courses, c'est quand même très ambitieux, même quand on s'appelle Dale Earnhardt Jr. avec la saison qu'il a faite l'année dernière. Et il a dit si on perd le championnat en 2006, ce sera de pas beaucoup. Voilà les ambitions retrouvées de Dale Earnhardt Jr., cet homme qui a la Chevrolet rouge, numéro 8. C'est parti pour cette saison 2006. Pas officiellement, mais en tout cas pour cette course de prestige, le Bud Shootout, c'est parti. 70 tours à boucler pour cette version du Bud Shootout 2006. Ouais, il y a 20 tours à faire tout de suite. Ensuite, il y aura 10 minutes de break. On pourra travailler un peu sur les voitures pour faire des changements mineurs. Et en fait, il y aura ensuite 50 tours dans le deuxième segment avec un pit stop obligatoire. Alors évidemment, il va falloir vous expliquer un petit peu quels sont les intérêts pour ces pilotes, hormis bien sûr de gagner une course, même si elle ne compte pas pour le championnat. Quels sont les intérêts de participer à ce rendez-vous spécial? Eh bien déjà, de tester les voitures dans le draft en course. Parce que même si les voitures ont fait des tests depuis plusieurs jours sur cette piste de Daytona, c'était des tests mais sans les conditions de course. C'est que les voitures pouvaient se retrouver seules ou à plusieurs sur la piste, utiliser quelques partenaires soit de la même écurie ou soit d'une écurie concurrente pour effectuer donc des tests de comportement sur la piste, mais ça n'a jamais été le cas pour un test comme cela en conditions de course où là quand même tout le monde défend un petit peu sa position chèrement et surtout avec pas moins d'une vingtaine de voitures sur la piste, sachant que pour le Daytona 500 il y en aura 43. Voilà, Ken Schrader qui a conservé sa pole position, il est talonné par Tony Stewart. Vous voyez que les voitures sont en paquet, hein. Évidemment comme toujours à Daytona on se suit de très près à plus de 300 km/h. On a vu que Kasey Kahne a des couleurs un petit peu spéciales. On est à l'arrière de la voiture de Tony Stewart ici, en train de regarder Nemechek à droite et Sadler à gauche. Sadler qui crée une deuxième ligne à l'extérieur. Et pour l'instant, les voitures vont aux alentours des 172 miles de moyenne autour. Ouais, et ça va déjà mal pour Michael Waltrip. À peu près 280 km/h. Ouais, 18 tours à boucler avant la première neutralisation de course officielle. Le départ pour Michael Waltrip, évidemment, ça va peut-être être un début de saison délicat pour cette nouvelle écurie. Alors on peut donner un petit peu un pronostic comme on le faisait habituellement, Pat. On en a un peu discuté avant la prise d'antenne. Je pronostique Kyle Busch, la jeunesse, parce qu'il a vraiment fait une bonne saison en tant que rookie l'année dernière, et puis surtout parce qu'il a été l'un des plus rapides lors des différentes premières sessions. C'est par exemple lui qui a été le plus rapide lors de la première session, juste devant Dale Earnhardt Jr. et devant Kevin Harvick.
Oui, il y a eu par aussi contre, quelques essais de Daytona 500 Oui, qui c'est ont vrai. vu Jeff Gordon et les Chevrolet en général dominer. On a un petit peu peur encore cette saison pour le comportement des Dodge. Hein. On a l'impression que les Dodge partent quand même un petit peu avec un handicap, surtout sur ces courses à moteur bridé comme ici à Daytona. Moi, je vais pronostiquer avec un peu de risque et un peu d'émotion Bill Elliott, hein, l'ancien. Ça serait une belle histoire de le voir gagner ici, lui qui fait partie cette année de l'écurie MB2 Motorsports pour les quelques courses auxquelles il va participer. Oui, c'est vrai. Nouvelle couleur blanche pour aujourd'hui pour Matt Kenseth, le numéro 17. Kyle Busch, votre pronostic Philippe, il est là avec son numéro 5. Le tout jeune pilote que quelques pronostiqueurs et quelques observateurs aux États-Unis voient comme un candidat potentiel sérieux, vu la fin de saison dernière, Tony Truant qu'il avait faite, peut-être pour les playoffs. Kyle Busch en playoffs dans les 10, ça serait quand même une grosse surprise, mais sait-on jamais. Le plus rapide actuellement en temps réel est Brian Vickers dans le draft à 190 miles de moyenne. Voilà, on va de plus en plus vite. Le temps bien sûr que les pneus chauffent et que le rythme soit lancé. Nous sommes donc à 305 km/h de moyenne sur les derniers tours pour le peloton lancé en draft. Et puis alors il y a Michael Waltrip là qui est pratiquement à plus de 3 secondes du peloton qui est complètement largué. Ça va vraiment mal pour lui. On peut rappeler quand même les derniers vainqueurs de ce rendez-vous très spécial. Le tenant du titre, c'est Jimmy Johnson qui a gagné donc l'année dernière devant Ryan Newman, Jeff Gordon et Tony Stewart. Et puis lors de ces 5 dernières années, on peut dire que Dale Jarrett a gagné en 2004, Dale Earnhardt Jr. en 2003, Stewart en 2002 et en 2001 d'ailleurs il avait réussi à faire le doublé sur 2 ans. Alors Ken Schrader qu'on voyait plus participer que être véritablement dangereux ces dernières années, a un matériel beaucoup plus performant cette saison avec cette Ford de Wood Brothers. Va-t-il en profiter pour montrer de ce dont il est encore capable? En tout cas pour l'instant il a mené tous les tours. Alors c'est vrai que ce premier segment de 20 tours sert plus à prendre ses marques. C'est pas là qu'on va voir les grosses attaques, c'est sûr, mais on peut déjà se faire une première idée sur cette nouvelle saison avec un Scott Riggs un peu esselé à l'extérieur. Alors soit il essaye un petit peu de refroidir sa voiture ou soit il essaye la trajectoire haute. Deux possibilités, pour l'instant on n'a pas véritablement de renseignements puisque c'est quand même une course d'essai. On voit ici Matt Kenseth pour Kenseth à l'intérieur qui se laisse glisser ou qui est obligé de se laisser glisser en queue de peloton. Alors on va être en train d'écouter un petit peu ce qui se passe dans les micros et les casques de la Rush Racing pour Matt Kenseth. Apparemment il y a un problème d'eau. Alors on ne sait pas trop si c'est... on voit pas de fluide s'écouler, c'est peut-être un problème de refroidissement pour Matt Kenseth. C'est la voiture qui chauffe un peu. Mais on l'a très nettement vu ralentir. Il est maintenant un peu largué à l'image de Michael Waltrip. Peut-être pour ça d'ailleurs qu'il est parti comme cela seul afin d'avoir plus de flux de refroidissement, puisque lorsqu'on est en paquet comme ça, forcément on est privé de l'air. Et être privé de l'air, c'est un avantage pour aller vite. Mais par contre, pour refroidir les moteurs, c'est un petit peu délicat. Un petit point au classement, alors que nous sommes en train là de faire un plan là sur Matt Kenseth avec des couleurs blanches pour démarrer cette saison. C'est toujours Ken Schrader qui est en tête et qui a mené tous les tours depuis le départ. 8 tours déjà bouclés pour Ken Schrader en tête. Derrière lui, il y a Tony Stewart, Jimmy Johnson, Sadler est 4e. Ça va très vite. Stewart qui attaque à l'intérieur, qui passe 2e à l'instant. Ouais, il faut se méfier d'Elliott Sadler et de l'écurie Yates Racing. Sadler et Dale Jarrett, ils ont fait vraiment forte impression dans ces premiers essais, les premiers tours de piste à Daytona ces derniers jours. Et ils ont l'air très très à l'aise, même si Sadler ici s'écarte un petit peu. Alors faisons un petit point sur le champion en titre, Tony Stewart, le champion de la saison 2006. C'est la deuxième fois que l'Indiana Rocket est tout simplement champion de cette première série NASCAR. Il a fait des déclarations très intéressantes, comme souvent d'ailleurs. Et c'est vrai, il est connu pour ne pas avoir la langue de bois. Il a bien remarqué
qu'il a un vrai problème, c'est qu'il commence toujours très mal les saisons. Par contre, il est fini toujours en boulet de canon. Il dit le plus de points que l'on marque, c'est toujours dans les 10 dernières courses. Mais malheureusement, même s'il y a 2 ans, on l'avait vu mener la course avec Dale Earnhardt Jr., compagnon de draft et pourtant concurrent sur la piste, eh bien c'était l'un de ses meilleurs débuts de championnat, en tout cas au Daytona 500. On se rappelle qu'il il a carrément fini dans les derniers, il y a 3 ans aussi. Donc Tony Stewart veut mieux démarrer la saison. Lui et Greg Zipatelis sont conscients, Zipatelis, son chef mécano depuis de nombreuses années, sont conscients qu'ils ont un vrai problème, c'est une vraie lacune, et ils ont cette année envie, afin de défendre leur titre avec plus de chance dès le départ, eh bien de trouver des solutions pour tout de suite marquer des points et se trouver en haut du classement. Et là, on peut le dire officiellement, hein, Mark Martin fait sa dernière saison. Cette fois-ci, c'est bien la dernière. Ça devait être la dernière en 2005. Et finalement, son patron, Jack Roche, lui a demandé de refaire une saison supplémentaire avec le départ de Kurt Busch. Il était un peu coincé. Donc Mark Martin a accepté. C'est donc cette année sa dernière saison en Cup, puisqu'il va faire quand même pas loin de 60 courses cette année. Il va faire quelques courses en Busch Series, il va faire quelques courses en Truck Series et évidemment toute la saison de Cup. Donc Mark Martin omniprésent encore cette saison, la dernière, peut-être celle, on dit ça chaque année, mais qui pourrait lui permettre de partir au top, c'est-à-dire de remporter le seule chose qui lui manque quasiment, c'est un titre de champion. Avec toujours ces drafts impressionnants, Pat, en caméra embarquée. Cette année encore, la réalisation américaine sera époustouflante, des caméras rotatives partout avec des indications en temps réel. Et alors la grosse différence, évidemment on n'en a pas parlé encore, c'est que le Bud Shootout était prévu pour être une course nocturne et c'est devenu donc avec la météo une course diurne, une course de jour, ce qui change tout au niveau du grip. Alors ça nous fait c'est un petit peu les mêmes conditions que les essais du Daytona 500 qui se sont déroulés cette semaine. Et c'est vrai que pendant ces essais, eh bien, on a déjà vu que Mike Waltrip, par exemple, était très très mal, puisqu'il était le 50e temps. Hein, vous savez qu'il y a 43 voitures qui participeront au Daytona 500, mais il y a 60 ou 70 engagés. Waltrip n'était que 50e temps. Stewart n'était pas terrible, mais lui, il nous a donné un peu l'habitude de ne pas être très en forme dans les essais, mais il ne faut pas s'y tromper, hein. Stewart a dit l'objectif numéro 1 pour moi cette année, puisque j'étais champion l'année dernière, c'est de gagner un titre qui me manque, c'est-à-dire le Daytona 500. Donc Stewart veut gagner dimanche prochain. Jimmy Johnson, le tenant du titre du Bud Shootout, vient de se porter à la hauteur de Stewart avec son numéro 48. Jimmy Johnson, c'est lui qui est le leader de la file qui arrive maintenant à l'extérieur, flanqué de son partenaire d'écurie Jeff Gordon. Jeff Gordon que vous avez peut-être vu à la course des champions au Stade de France en décembre. Et Johnson qui va prendre la tête de cette course pour la première fois. Ken Schrader n'est plus le leader. On est à 8 tours de la fin. Carl Edwards qui vient de passer la ligne jaune à l'intérieur là. Carl Edwards qui participe à son premier Bud Shootout. Première participation pour Edwards, pour Scott Riggs, pour Kyle Busch et pour Denny Hamlin. Alors, parmi tous les pilotes cités, il n'y en a que 4 qui sont là parce qu'ils n'ont pas eu de pole position l'année dernière. Earnhardt Jr., Elliott, donc retraité, revenu de sa retraite pour ce rendez-vous spécial. Mark Martin, futur retraité, et Schrader, qui lui n'a vraiment pas envie de prendre sa retraite. Ah oui, il vient d'être transféré, c'était une des annonces les plus étonnantes de la saison. On parlera de transfert plus dimanche prochain parce qu'il y a plein de pilotes qui ont été transférés mais qui ne sont pas présents aujourd'hui. Pour ces hommes-là, alors que Jeff Gordon fait un bon draft là d'équipe avec son pilote et coéquipier de l'Hendrick Motorsport, Jimmy Johnson. Donc seuls ces 4 pilotes n'ont pas de pole en 2005 mais sont là en tant qu'anciens vainqueurs de ce shootout. Nous sommes à 7 tours de la fin de ce premier segment. À la fin de ce premier segment, donc 10 minutes de pause, les équipes pourront changer les pneus et effectuer tout ce qui s'appelle opération de maintenance. Sans faire de grosses opérations. Non. S'il y a des contacts ou des crashs, pas le droit de changer de... Alors, à signaler aussi qu'à la différence de l'IROC que vous avez pu voir toute la saison 2005 sur V-Moteur, que vous verrez aussi cette saison 2006 lors des derniers best-of diffusés, les tours sous drapeau jaune compteront si jamais il y en a. Donc ça veut dire que là, attention, il reste 8 tours. Qui part en crash. Il suffit que l'on parle d'un problème pour que justement il y en ait un. Drapeau jaune. Derrière, il y a quelques il va taper Newman. Oui. Il y a Schrader qui est parti. On voit que la pelouse est gorgée d'eau. C'est là qu'on s'en aperçoit. Kasey Kahne étant au milieu là, de la pelouse également. Alors, il y a du monde là qui est Brian Vickers apparemment.
Mais Newman a dû taper parce qu'il a glissé longuement et a dû taper sur le muret intérieur et finir sa course donc juste à la fin de la limite du gazon. On va voir ce qui s'est passé. Donc, on va attendre un petit peu si Ryan Newman à l'intérieur. C'est Vickers qui a dû toucher Newman, qui était un peu coincé entre McMurray et McMurray qui pousse, enfin qui pousse pas mais qui s'écarte légèrement et qui du coup oblige Newman à sortir de sa trajectoire. Et avec des vitesses de 300 km/h, là nous sommes en fait on était dans la ligne droite opposée. La ligne droite opposée. On verra mieux peut-être sous cet angle un peu plus haut. C'est peut-être Newman aussi qui coince un peu à Vickers. Oh là là, Sadler a eu beaucoup de chance, Jarrett également. Ah oui, c'est McMurray. McMurray qui du coup se retrouve complètement sur l'intérieur de Ryan Newman, enfin sur l'extérieur de Ryan Newman. Et derrière il y a eu contact également avec Brian Vickers. Et puis bien l'effet, la réaction enchaînant, on voit ça depuis l'intérieur. Ah oui, oh là là, il était loose, Vickers, il a perdu un peu le contrôle, on l'a vu zigzaguer, et c'est lui en fait qui a un petit peu... Alors là, on va voir avec Dale Earnhardt Jr. Je ne sais pas si on verra grand chose, ça s'est passé devant, donc ça va, il est passé dans la pelouse, mais pas de... Il y a eu un contact quand même, il y a eu un petit contact qu'on a bien senti. Et voilà donc drapeau jaune, donc comme je vous le disais, bien au moment où j'expliquais le règlement, voilà Junior qui est contraint donc d'aller voir ce qui se passe dans les stands. Et ces drapeaux jaunes vont compter au niveau des tours. Donc là, même s'il y a 3, 4, 5 tours sous drapeau jaune, eh bien, ils seront décomptés automatiquement dans ce premier segment. Kevin Harvick, lui, est déjà en direction du garage. On ne l'avait pas vu. Encore un revanchard, Kevin Harvick, qui a raté sa saison dernière et qui donc espère beaucoup de cette saison 2006. Newman qui a été l'un des plus durement touchés. Il a dû effectivement toucher le petit muret. Oui, Newman l'année dernière était très agressif en tout début de shootout. C'est lui qui avait mené les premiers tours. Et cette année, bien malheureusement, il se retrouve déjà un petit peu comme cela au tapis. C'est vrai que l'année dernière, on avait vu Newman aux avant-postes avec Greg Biffle également. Et puis bien sûr Johnson qui avait remporté la victoire. Vickers en fait Vickers envoie McMurray un petit peu dans Newman. C'est ça. Il y a eu une petite touchette de Vickers sur McMurray qui a perdu le contrôle et qui a été tapé violemment Ryan Newman. Voilà, en fait c'est toujours assez délicat de voir où est l'origine dans ces courses en paquet comme cela. Il suffit d'un petit travers. Alors Kenseth qui était déjà en grosse difficulté, qui n'a pas été pris dans ce crash puisqu'il était derrière. Est-ce qu'il a résolu son problème de tout à l'heure? Le problème de c'est ça, c'est de refroidissement, de pression d'eau. Voilà ceux qui sont impliqués dans ce premier accident de la saison. Dale Earnhardt Jr. c'est pas très grave, c'est plus grave pour Vickers, Newman. Dale Jarrett, on ne sait pas dans quelle mesure il a été touché. Parce que la NASCAR en fait vous met sur cette liste tous ceux qui sont impliqués, quel que soit le degré d'implication. Donc pour certains c'est pas très grave, ils ont été juste touchés. Et pour d'autres évidemment c'est peut-être l'abandon. C'est ce qu'on va voir. En tout cas une première pause dans la saison qui va nous permettre de vous donner quelques nouvelles de cette intersaison, dont la plus grande nouvelle évidemment, même si c'est pas une énorme surprise, c'est quand même un événement, c'est l'arrivée de Toyota l'année prochaine en Nextel Cup. Et ça va se faire d'une manière progressive. Voilà, Toyota qui avait engagé des voitures depuis 2 ans maintenant en Truck Series, et on se doutait bien de toute façon que ça finirait comme ça, même si les dirigeants démentaient depuis des mois. Et bien voilà, ils visaient évidemment le top niveau, c'est-à-dire la Nextel Cup, et on sait déjà quelle sera leur première recrue. C'est Michael Waltrip qui a créé donc son écurie cette année, mais c'est une année de transition un peu pour Michael Waltrip. La Michael Waltrip Racing. Voilà, il est associé avec Jasper Motorsport et son patron Rick Bowell, et il est associé avec Bill Davis. Mais Bill Davis a déjà des trucks
Toyota. Bill Davis a une position un peu particulière, d'ailleurs ça lui vaut un procès. Il a été condamné cette semaine à payer 6,5 millions de dollars à la société Daimler Chrysler qui possède Dodge, parce qu'en Cup il court avec Dodge, et Daimler Chrysler a porté plainte parce qu'il a passé des accords avec Toyota pour rouler des Toyota Tundra en Truck Series. C'est un peu compliqué. Ouais, Donc il faut savoir que Toyota sera là l'année prochaine en Cup. La première équipe qu'ils ont signée, c'est celle de Waltrip Racing. il y en aura 3, et juste pour indiquer si là les voitures sont arrêtées, que à l'écran vous voyez bien en fait que rien ne se passe au niveau de la piste, c'est parce que nous sommes évidemment arrivés à la fin de ce premier segment, le 18e, donc 10 minutes de pause, donc on va pouvoir commencer à développer. N'hésitez surtout pas à vous faire connaître pour vos questions, on va y répondre comme habituellement sur l'adresse, on va dire l'adresse directe, et ça tombe bien puisque cette adresse c'est direct @groupe-ab.fr. Voilà. Je répète, direct @groupe-ab.fr. C'est pas le underscore, hein, c'est bien le petit tiré entre le groupe et ab.fr qu'il faut mentionner. Alors oui, vous avez dit Pat, en effet, là c'est un petit peu la grosse surprise, parce que évidemment la famille Waltrip était engagée un peu déjà avec Toyota du côté de la Truck Series, puisque Darrell Waltrip lui avait également piloté ces voitures. Il y aura donc 3 équipes en Nextel Cup avec la Toyota. Mais quelle voiture Toyota? Eh bien tout simplement la voiture Camry, qui reste la voiture la plus populaire et la plus vendue ces dernières années aux États-Unis. Alors il y a donc la MWR, la nouvelle écurie fondée par Michael Waltrip, et puis il y a Bill Davis Racing, la BDR, et puis le team Red Bull, le TRB, qui donc du coup seront des écuries Toyota. Et on va revoir ce qui a provoqué donc un petit peu ce remue-ménage tout à l'heure sur la piste. On est là juste derrière Elliott Sadler. Regardez comment Elliott Sadler va se sortir un petit peu de cette galère. Ah oui, il est quand même... Il n'y a rien à faire dans la pelouse. En plus, pelouse qui est restée humide par rapport à la pluie torrentielle qui s'est abattue cette nuit. Là, on est avec Scott Riggs. On n'avait pas vu ça tout à l'heure. Lui, il est passé à travers, il est resté sur l'asphalte. Donc c'est encore mieux. On voit la voiture de Dale Jarrett sur la gauche dans la pelouse. Et on a un drôle de bruit quand même. Ah oui, crevaison à l'avant-droit. Crevaison à l'avant-droit, oui, c'est quand même. C'est le pneu là qui se déchiquette sur la carrosserie avant-droite. Alors, on aura tout le temps lors des courses officielles de la saison de parler évidemment des grands changements et puis un peu plus de Toyota. Mais pour l'instant, on va essayer de savoir ce que nous dit Kevin Harvick. Oui, il faut qu'on répare un petit peu pour le deuxième segment. Lost the draft there, and it finally filled the cab up with smoke. I think it's just locking itself up. So sucks for the Reese's people for their first race, but glad to have our Reese's Chevrolet on a lot of Oui, c'est un petit peu dommage de commencer la saison comme ça avec un crash collectif. Hopefully this is just this motor, because these are the same as our qualifiers. Mais j'espère que le moteur va tenir, parce que c'est le même moteur qu'on a que pour les qualifications. The breathing part, I guess my nose isn't working very well, because I couldn't really get a good sniff on what it was, but you could tell it was. Mon nez ne fonctionne pas des masses, parce que quand j'ai eu des problèmes de moteur pendant les essais, j'ai pas senti l'odeur de brûlé ou l'odeur d'essence avant que le moteur explose. Il a un nez qui renifle, tout simplement, Kevin Harvick. C'est arrivé à Brian Vickers aussi, qui a explosé son moteur. Il a dit, lui, c'était très chaud. Il a senti l'essence 3 secondes avant et pouf, le moteur, vous savez, c'est des moteurs qui sont mis à rude épreuve ici à Daytona. Alors, l'avantage en fait pour ces pilotes, et c'est pour ça que quelques-uns déjà nous donnent leur pronostic pour le Daytona 500, c'est gentil de leur part, et Tony Stewart est en bonne place ainsi que Junior et Gordon évidemment. Il faut bien comprendre que les voitures présentes aujourd'hui auront un avantage sur celles qui participeront à ce Daytona 500. Pourquoi ? Parce qu'elles auront en fait un test grandeur, nature, conditions de course de plus que les autres. Là du coup elles vont savoir déjà comment régler leur voiture pour la qualification officielle des Gatorade Twin, qu'on appelle maintenant donc les courses jumelles de ce sponsor qui est donc le sponsor officiel de ces courses de qualification. Comment vont se dérouler les qualifications pour le Daytona 500 ? Bien, comme d'habitude, il va y avoir une session de qualif qui va déterminer les 2 premières places sur la grille, donc la pole position et la seconde place, donc la première ligne. Et puis après, eh bien, il y aura les places à déterminer pour les 41 autres voitures. Et il y aura donc un tirage il y aura en fait une répartition des 41 voitures en 2 courses. Et là, évidemment, bien en fonction des temps, les voitures seront mises sur la grille.
Et c'est ce que vous verrez donc jeudi soir en direct à 20 h sur AB Moteur. Ouais, et ce qu'il faut dire aussi, c'est que pour ne pas prendre de risques, la plupart des pilotes viennent ici avec des voitures de réserve. Hein. En général, alors c'est pas la voiture qui vont aligner pour le Daytona 500, parce que si on la crache, évidemment, c'est vraiment une catastrophe, parce qu'on a fait tous les essais avec la meilleure voiture. C'est même pas en général la voiture de réserve, c'est même pas le mulet, c'est une troisième voiture qu'on vient aligner ici au Bud Shootout. Donc on prendra des notes dans chaque écurie pour voir comment les voitures se comportent, mais ce ne sont pas les voitures qu'on prend pour les essais de Daytona, qui sont parfois les voitures premières ou parfois les mulets. Là c'est des voitures, si on les casse, c'est pas très très grave, ça coûte des sous, mais c'est pas très grave. On peut avoir des indications sans casser la meilleure voiture qu'on ait dans l'écurie, qui est encore dans les garages pour l'instant et qui se réserve pour le Daytona 500. Alors, petite explication, tout à l'heure on s'est laissé en fait surprendre par les conditions de course. Il fallait bien comprendre 20 tours, d'ailleurs je crois ce qu'on avait annoncé d'ailleurs en tout début de retransmission. Et en fait, tout à l'heure les voitures sont rentrées dans les stands, mais ce n'était pas la fameuse pause de 10 minutes. La fameuse pause de 10 minutes va en fait maintenant intervenir, puisque les voitures sont revenues sur la piste, elles sont en train de rouler sous drapeau jaune, et donc en finissant leur tour, elles vont automatiquement arriver au 20e tour, et il devrait y avoir cette fameuse pause de 10 minutes. Elles viennent de compléter ce premier segment. Bah écoutez, là pour l'instant, sur les ordinateurs, le tour qu'on est en train de disputer sous drapeau jaune, c'est le 21e. Donc a priori, on serait dans le deuxième segment. Alors peut-être qu'ils ont raccourci cette fameuse pause. Ils vont rentrer là tranquillement. On va voir ça. Ils vont rentrer tranquillement. Alors sachez, puisqu'on n'a pas encore eu le droit à un vrai restart en course, que le règlement est un peu différent au niveau de ce Bud Shootout, à savoir les restarts s'effectuent sur 2 fils, et c'est ce que l'on pourra voir tout à l'heure. Et les voitures qui ne sont pas dans le tour du leader, mais enfin bon, pour ce rendez-vous c'est un petit peu spécial, en général elles le restent, à moins d'avoir des problèmes, et on l'a vu tout à l'heure, c'est possible s'il y a un crash ou s'il y a une voiture qui ne tient pas le rythme. Et bien les voitures qui ne sont plus dans le tour du leader, au lieu de partir donc sur la ligne intérieure au moment du restart, eh bien partent à l'arrière du peloton. Donc ça veut dire que lorsqu'on va voir par exemple le restart du deuxième segment ou d'autres restarts s'il y a encore, et on ne le souhaite pas, des problèmes en course, eh bien les deux voitures qui seront sur la file haute et la file basse seront bien les deux voitures en tête, et non pas la première des voitures en tête et à l'intérieur la première des voitures à un tour, comme ce sera le cas encore cette année selon le règlement habituel pour les courses de NASCAR Nextel Cup. Et on profite de ce drapeau jaune aussi pour vous annoncer un petit peu ce qui va se passer cette année sur AB Moteur. Eh bien écoutez, on vous a parlé de la Cup Series, donc les courses en direct ou en léger différé si ça se passe au milieu de la nuit. Il y aura aussi l'Indy Racing League qui va reprendre ses droits. Ce sera donc en direct aussi. Et puis les résumés de la Truck Series le jeudi soir, et puis oui. Le Champ Car. Et il faut bien préciser tout cela, Pat, puisque je crois qu'on a pu lire sur le forum d'AB Moteur que quelques internautes avaient annoncé que la Truck Series serait en direct. Alors bon, ça peut arriver, il y a, vous savez, des rumeurs qui courent ou des informations qui ne sont pas toujours bonnes. Non. On fait comme d'habitude sur AB Moteur, on privilégie la première division et on n'abandonne pas la Truck Series. Donc la NASCAR Nextel Cup sera toujours en direct ou en différé dans les conditions du direct en fonction des horaires des courses. L'Indy Racing League, maintenant qu'on appelle l'IndyCar, est de retour en direct cette année sur AB Moteur et en différé lorsque le calendrier NASCAR ne le permettra pas. Et puis cette année, le Champ Car, comme vous l'avez dit Pat, sera encore là avec des résumés un petit peu plus longs. On va essayer de reprendre notre ancienne formule et de coller un peu plus au direct pour vous présenter dès le lundi soir les résumés grand format donc des courses de Champ Car, avec un Sébastien Bourdet qui va défendre son titre pour la 3e année consécutive. Il y aura encore Nelson Philippe qui sera là, l'autre Français qui espère pouvoir maintenant un petit peu monter au niveau du classement. Il a fait une très belle saison l'année dernière, Nelson, et c'est vrai qu'on espère que lui bien aussi va faire partie de la French Touch. On parle beaucoup de la French Touch en Champ Car en cette mi-saison, puisque Franck Montagny a réalisé des essais et qu'on devrait savoir le 13 ou 14 février au plus tard s'il a été retenu pour
pour faire partie donc des pilotes pour la saison 2005 en Champ Car. Et là, bien sûr, pour nous, ce serait très intéressant de pouvoir suivre pas moins de 3 Français dans ce championnat des monoplaces internationales. Alors on se pose des questions chez Dale Earnhardt Jr. On l'a vu sortir de sa voiture. C'est peut-être un peu plus sérieux que prévu. On l'a vu tout à l'heure légèrement touché dans ce crash collectif. Là, on voit Carl Edwards en train de discuter avec son chef d'équipe. En lui donnant quelques indications, voilà, à ce que je ressens quand je suis dans le draft. Et du coup, eh bien, son chef d'équipe va pouvoir savoir quelles modifications éventuelles apporter. On va écouter Brian Vickers. Il va même observer d'ailleurs. On va même observer d'ailleurs ce fameux crash dont il a été victime. Et là, nous sommes bien dans les fameuses 10 minutes de pause entre les deux segments. Ouais, c'était pas la façon dont je voulais rentrer dans cette saison, c'est sûr. Et je suis en train de regarder le replay. Il y a une voiture qui a littéralement sauté devant nous. Ouais, il y en a une qui voulait descendre devant moi et l'autre qui voulait monter sur l'ovale. Donc ce genre de choses, évidemment, c'est pas bon signe. Et je me suis retrouvé piégé. Et c'est sûr que si vous faites ça, si vous faites des zigzags sur un circuit comme Daytona, vous vous faites fatalement éperonner par l'arrière et c'est pas bien de faire ça. Je crois que c'est McMurray. On était 3 de front. Et c'est vrai que quelqu'un est venu se mettre entre nous deux. Mais quelqu'un ne s'est pas rendu compte qu'on était 3 de front. Là. Dans ces cas-là, il faut faire attention. Et c'est ce qui a provoqué l'accident. Et ces deux voitures se sont mises un peu en travers devant moi, donc j'avais pas de solution. Si vous voulez vous extirper d'une situation où vous êtes 3 de front et si vous le faites trop rapidement, c'est sûr que ça finit mal. Mais c'est vrai qu'on a explosé un moteur aux essais, là on se fait un crash au butt shootout, donc je pense que tout ce qui pouvait nous arriver de pire c'est déjà arrivé, donc j'espère qu'on va mettre ça derrière nous. Et il est pensif Dale Earnhardt Jr. pendant qu'on écoutait Brian Vickers. Il est en train de superviser un petit peu ce qui se passe au niveau des réparations de sa voiture. Voilà cette fameuse pause donc de 10 minutes avant le deuxième segment qui est véritablement le départ de la course, hein, parce que les 20 premiers tours qui s'est transformé en 15 premiers tours en fait, puisque ensuite il y a eu le crash, servent de test grandeur nature. Là on voit Tony Stewart tranquille sans son chien, ce qui est rare. Parce que maintenant il le trimballe partout, une espèce de petit chihuahua tout ridicule. Oui, c'est vrai que qui est inversement proportionnel au poids de Tony Stewart. Oui, en fait, on a presque l'impression que le poids que le chien a perdu, c'est Tony qui l'a récupéré. C'est bien de penser aux caméras et aux téléspectateurs du monde entier. Tony Stewart a beaucoup de fans du côté de la NASCAR. Il y a même un Stewart. Alors ça, c'est Jean-Christophe Vaschetto, notre ami du duo infernal des sports mécaniques américains du 2 roues, hein, qui nous donne l'information. C'est vrai qu'on en a parlé déjà depuis pas mal de temps avec Jean-Christophe. C'est vrai qu'il y a une star du Supercross US qui s'appelle Tony qui ne s'appelle pas Tony Stewart, mais James Stewart. Comme l'acteur. Ouais, et en fait, c'est un Afro-Américain. Et puisqu'on parle beaucoup d'intégration, vous savez qu'il y a un programme qui s'appelle un programme Diversity, qui à l'origine a été créé il y a de cela quelques années avec comme chef leader Magic Johnson en tant que chef de file de ce programme, qui en fait est un programme... Alors, désolé pour les dames qui nous écoutent ce soir, mais les Américains ont mis plusieurs catégories dans ce programme. Il y a les femmes. C'est des minorités. Voilà, les minorités. Donc les femmes, et les Afro-Américains et tous ceux en fait qui sont originaires un petit peu les latinos, c'est tous ceux qui sont originaires de l'Amérique centrale. Alors bon, nous on vous l'a déjà expliqué, on a du mal à comprendre comment on peut comme ça un petit peu faire des niches, mais à la rigueur, il y a une bonne volonté. Discrimination positive. Voilà, il y a une bonne volonté parce que un quota comme ils mettent des quotas dans les films. Voilà, n'oublions pas quand même que la NASCAR prend ses racines dans le sud des États-Unis, dans une région quand même qui était sudiste. Avec les rednecks. Hein. Voilà, donc si vous voulez, il faut
faut que l'on puisse évoluer et ils le font très bien, ils évoluent de cette manière pour avoir, si vous voulez, une carte plus représentative de la population américaine. Et donc, écoutez, James Stewart serait vraiment, on va dire, un très bon choix, un petit peu comme un Valentino Rossi actuellement du côté de la F1 pour la Scuderia Ferrari. Et eh bien, c'est l'un des premiers blacks à briller en Supercross, comme nous le confirmait encore Jean-Christophe. Et lui, bien, il rêve de faire une carrière sur les anneaux. Et donc, écoutez, on vous tiendra au courant un petit peu là de cette rumeur. Ouais, je pense qu'on va être ok. Didier Earnhardt Jr. il a monté dans sa voiture et a remis son casque. On était un peu impliqué, on n'a pas trop morflé, hein, c'est ce qu'il a dit en gros. Voilà, c'était avec Earnhardt Jr. Effectivement, ça semblait pas très important, mais il a passé plus de temps que prévu et ils ont passé plus de temps que prévu à toucher à cette voiture numéro 8. Alors, on vous invite vivement à aller faire un tour si vous n'y avez pas déjà été. Faire un tour alors que l'on revoit rapidement ce qui s'est passé tout à l'heure avec Carl Edwards et Kasey Kahne. C'est Kasey Kahne qui a un peu pressé Carl Edwards et c'est pour ça que Carl Edwards est sur la ligne jaune à Califourchon. Et NASCAR a demandé d'ailleurs à celui-ci de revenir à l'arrière. Et c'est ce qu'on lui pose comme question. La NASCAR vous a demandé de vous retrouver à l'arrière parce que vous avez dépassé à l'intérieur et mordu la ligne jaune. Non, c'est parce que j'essayais. Il y a eu un écart, donc j'essayais de ne pas toucher les voitures. Mais bon, on a 50 tours, donc ça devrait être possible de remonter. C'est vrai que dans ces cas-là, les pilotes sont pas très contents parce que comme il l'a dit, Carl Edwards, il dit bon, si j'ai fait ça, c'était pour éviter un carambolage. Oui. Mais ce que la NASCAR dit dans ses règles, c'est que vous n'avez pas le droit de passer cette ligne jaune en gagnant des positions. Elle a estimé que Carl Edwards l'avait fait et donc il est mis à la queue. Il s'est pas remis. Enfin, il s'est pas remis juste après dans la position initiale. Donc c'est pour ça qu'il a été pénalisé. Et là, c'est Ken Schrader qui dit bah oui, j'ai mené 18 tours parce que je veux pas aller à la queue moi. Je vais essayer de te rester sur la ligne intérieure et de rester leader de cette file. Well, you know, we got one right behind us on the start, though. That's good. You know, when they teamed up, they were real good, but 99 of Carl Edwards came up and gave us a good boost. So, heck, we got a long way to go and a pit stop. So we'll just see. Ouais, c'est vrai qu'on a encore 50 tours. Moi, j'ai vu que Carl Edwards m'avait donné un bon coup de boost tout à l'heure. J'essaie de me maintenir devant. Ken Schrader avec évidemment ses 50 ans, beaucoup d'expérience. Jimmy McMurray, tiens, qui va peut-être s'expliquer sur ce crash. I couldn't turn the wheel because I was so free there. Somebody was on my left rear, and you know, we're fortunate to stay out of that. It's you never know what's going to happen when those wrecks go on. So il ne pouvait plus tourner le volant, il ne pouvait plus se remettre dans la bonne trajectoire parce que quelqu'un l'a un peu éperonné par l'arrière. Et comme d'habitude, évidemment, c'est la faute à personne. Ce qu'on veut bien croire, parce qu'il n'y a pas eu vraiment de manœuvre délibérée, pendant qu'on revoit l'action du match. Ouais. L'essuyage de caméra par son rôle de champion. Hein, voilà, il doit être le leader de cette série pour cette saison. Alors, il a déclaré récemment l'homme le plus apte à pouvoir faire ce travail, c'est Jeff Gordon, parce qu'il est à l'aise avec les médias. Il est à l'aise avec tout le monde. Stewart est beaucoup plus à l'aise qu'avant. Non, mais il le dit qu'il va avoir du mal à endosser une nouvelle fois ce rôle, même s'il a été déjà dans ce rôle-là. Ouais, mais il était beaucoup moins à l'aise après le titre de 2002. Mais au moins il est honnête, il reconnaît, il dit écoutez, moi je vais remplir mon rôle de représentant officiel de la NASCAR en tant que champion, mais c'est vrai que celui qui est le plus apte à pouvoir bien faire ce travail, et on le sait, c'est Jeff Gordon. Alors, je vous disais tout à l'heure, avant cette petite série d'interviews, je vous invite vivement à aller sur le site dabmoteur.tv. Certains d'entre vous présents ce soir devant leur téléviseur l'ont certainement déjà fait, mais n'hésitez pas parce que justement, eh bien, on sera très présent cette année entre les spécialistes, les commentateurs et puis les personnes qui sont impliquées dans cette chaîne. Eh bien, ce sera vraiment le portail interactif avec vous. Vous l'avez vu ce matin, on n'a pas eu d'autre moyen technique que de vous avertir le plus rapidement possible que par ce biais-là. Alors, je vous invite aussi également à vous enregistrer. Alors, ça ne coûte rien, simplement, vous vous enregistrez, vous prenez un nom et un mot de passe, et en effet, par ce biais-là, eh bien, vous aurez un accès beaucoup plus, on va dire,
beaucoup plus direct et privilégié avec votre chaîne. Et puis c'est vrai que vous l'avez remarqué, hein, abmoteur.tv a fait de gros efforts depuis ces derniers mois et le fera encore. Vous avez la possibilité de mettre en ligne vos images. Si vous voulez par exemple faire des annonces pour vendre des voitures, même vos vidéos, et ça c'est assez unique, il faut bien le dire. Et puis vous verrez aussi que certaines émissions seront mises également en ligne. Vous aurez l'occasion de les revoir ou de les découvrir si vous n'avez pas pu le faire directement sur AB Moteur. Voilà, donc on vous invite vivement à aller sur ce site pour en prendre connaissance ou voir carrément tout l'étendue des possibilités qui vous sont offertes. Et on se prépare maintenant pour le deuxième segment, pour les 50 tours qu'il reste. On va découvrir un petit peu les forces en présence de façon un petit peu plus pointue. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur les abandons? Eh bien, Vickers ne va pas repartir, Kevin Harvick non plus. Voilà les deux abandons un peu officiels pour l'instant. Vickers et Harvick, donc 2 Chevrolet en moins. Par contre, sont à un tour mais bien présents Kasey Kahne et Scott Riggs. Voilà ce qu'on peut dire jusqu'à présent. Il n'y a eu que 2 leaders, Ken Schrader pendant 17 tours et Jimmy Johnson pendant les 3 derniers avant l'accident. Oui, sous drapeau, pratiquement à la limite du drapeau jaune. Alors, comme on vous le disait tout à l'heure par rapport au règlement de ce bad shootout, au restart, eh bien 2 fils, mais il n'y a pas de lucky dog, donc ça veut dire que le dernier part vraiment dernier de la file. Donc ça veut dire que là, on peut dire qu'il reste encore 17 voitures vraiment dans la course. Allez, un petit récapitulatif de ce début de course avec Ken Schrader qui démarre donc en tête grâce à un tirage au sort qui l'a avantagé. Et puis au 18e tour, McMurray, Newman et Brian Vickers partent à la faute. Derrière, il y a du petit bois pour Dale Earnhardt Jr., mais plus de peur que de mal pour lui. On voit comment ça s'est passé. Une voiture était en haut, une voiture était en bas, ils étaient 3 de front. Et bien sûr, il y en a certains qui n'ont pas pu rester en ligne. Et puis Kevin Harvick, lui aussi, malheureusement, a eu des problèmes mécaniques qui l'a contraint à l'abandon. C'est la première désillusion de la saison pour Kevin Harvick, qui du coup a déjà loupé son bad shootout. Nous sommes ici avec Scott Riggs. Alors il faut expliquer aussi qu'il y a eu des gros changements dans la Gibbs Racing cette saison. Tony Stewart est le champion, mais il a perdu son ancien coéquipier et ami Bobby Labonte. Il est ébloui, Scott Riggs. Il met du tape sur sa visière pour ne pas être ébloui par le soleil. Bobby Labonte donc qui est parti du côté de l'écurie Petty. On en parlera de cette écurie Petty qui est une écurie emblématique. Et évidemment, il a récupéré donc dans cette écurie Denny Hamlin, qui a fait vraiment une grosse sensation l'année dernière, qui a été très rapidement dans le coup et très rapidement vite en qualification. D'ailleurs, c'est la raison de sa présence ce soir. Seul rookie au bad shootout 2006. Et puis Scott Riggs, que l'on voit ici, aussi pilote donc, qui a eu quelques tours de volant dans cette écurie Gibbs Racing. Il est chez Evernham. Oui, mais il a eu un temps sa chance également du côté de la Gibbs Racing. Notre ami ancien pilote de la US HRA du côté des midgets. Son gros changement en fait, Scott Riggs, c'est de passer à Chevrolet, à Dodge, parce qu'il était chez MB2 Motorsports. Il garde la même voiture, le même numéro, le même sponsor que vous voyez en haut de l'écran. Seulement, il passe de Chevrolet à Dodge et ça, c'est un gros changement pour lui. Peut-être pas bénéfique parce que Dodge, spécialement sur ce circuit, va peut-être avoir du mal un petit peu en début de saison. Et Scott Riggs sera donc partenaire cette année de Kasey Kahne et Jeremy Mayfield, 3e pilote de chez Evernham Racing. Quant à Tony écurie... Stewart, il sera avec Denny Hamlin et Gigi Eley qui prend donc officiellement la voiture 18 de Bobby Labonte. Qui lui aussi fait partie de cette armada de pilotes talentueux qui ont fait leurs armes du côté des midgets et des sprint cars. Donc des petits circuits cendrés d'ailleurs dans lesquels il y a eu pas mal de soucis à l'intersaison, surtout pour Tony Stewart. Il a voulu faire une course de prestige et puis en fait il s'est craché et s'est fait mal au bras et aux côtes. Et c'est vrai que c'était une des choses dont on a beaucoup parlé à l'intersaison pour Tony Stewart. C'était en midget, c'était le 14 janvier dernier. Petit accident pour rien de bien sérieux pour Tony Stewart, mais il a été quand même à l'hôpital faire des examens. Et là, il se ressent un petit peu encore de cet accident. Il a un peu mal aux côtes. Mais bon, il n'y a rien qui l'empêche de participer à ce début de saison, fort heureusement. Oui, on l'a même vu aussi devenir coach de hockey sur glace dans sa ville natale afin de rapporter des fonds. Donc, head coach
afin de rapporter des fonds pour sa fondation, la Tony Stewart Foundation. On fait le point avec Jimmy Johnson. Voilà, alors Jimmy Johnson qui dit en gros à propos de Jeff Gordon, j'ai apprécié qu'il m'aide, mais moi je veux rester devant et qu'il ne s'occupe pas trop de moi. Pour l'instant, je vais essayer de faire ma course. Il est encore trop tôt peut-être pour qu'on cède. Voilà. Et on a aperçu Chuck Noss, son chef d'écurie. Ils sont restés ensemble. Il y avait des rumeurs comme quoi Jimmy Johnson et Chuck Noss, malgré leur succès, eh bien, étaient un peu en froid avec la fin de saison et notamment la dernière course qui a vu Jimmy Johnson perdre le titre et même finir 5e seulement du général alors qu'il était en passe de devenir champion. Mais il n'en est rien. Les deux hommes sont restés ensemble. Ils sont restés associés. Alors voilà un petit peu les explications techniques. Il y a eu des changements qui ont été faits à l'avant de certaines des voitures et j'ai l'impression que c'était celle de Kyle Busch, la voiture numéro 5 qu'on a vue avec notre collègue américain. Voilà, et on attention, repart pour les 50 derniers tours, deuxième segment. Sur deux fils avec Ken Schrader donc à l'intérieur, qui a choisi l'intérieur pour redémarrer en tant que leader, et Jimmy Johnson à l'extérieur. Là on a vraiment, et là c'est simple pour comprendre, on a vraiment les voitures dans l'ordre. Et il faut monter tranquillement à la vitesse de 300 km/h. Pour l'instant, on en est loin. Oui, il faut un tour complet, même 2 tours complets presque pour arriver à la vitesse maximale. Attention à Denny Hamlin dans les roues de McMurray dont on voit encore les... Oui, Denny Hamlin. La trace du choc de tout à l'heure avec un pneu dessiné sur son numéro 26. Le seul rookie présent cette saison. On sait que être rookie et participer à un Dodge Shootout, c'est assez rare. Certains ont même gagné ce rendez-vous en étant rookie. C'est aussi excessivement rare. C'était le cas de Dale Earnhardt Jr. par exemple. Oui, alors que Ken Schrader, lui, n'a pas réussi à faire ce qu'il avait dit dans l'interview. Il a été un peu avalé par pas mal de voitures qui sont à l'extérieur. Attention, Kyle Busch qui a emmené Sadler presque dans le mur, alors que Johnson est en tête devant Stewart et Mark Martin, qui est revenu 3e. Ça y est, on a atteint la vitesse maximale maintenant. Vous vous rendez compte, pour venir rapidement et finir avec Denny Hamlin, il n'a pris que 7 départs l'année dernière. Oh attention, touchette de Kyle Busch sur Mark Martin. Oh, ça touche. Tout le monde monte sur l'ovale. Ouh là 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 là, tout le monde a levé le pied. Heureusement, on a évité le crash général. Non, peut-être pas. Il y a une crevaison derrière, je crois. Ça touche sur la carrosserie. carrosserie. Ça frotte. Ouais. Un pneu qui frotte. Oh là là, on est vraiment pas loin. C'est Jeff Gordon qui est touché. Certainement le pneu avant gauche qui frotte ou qui est même explosé. Drapeau jaune. Drapeau jaune, deuxième neutralisation de la course aujourd'hui. Et on entend la foule quand même, même si l'ovale n'est pas totalement rempli, il sera totalement rempli lors du Daytona 500. C'est-à-dire il n'y a plus une place de libre déjà. Vous savez, en fait, cette course a été remise au dimanche après-midi pour les Américains et forcément certains avaient déjà prévu de ne pas être là. Oh là, ça a touché entre Kyle Busch et Mark Martin. Il monte et McMurray a été même touché. Alors il y a eu apparemment un tassement entre Martin qui était juste devant Busch et Busch qui était juste devant Sadler. Ça a commencé en fait comme ça. Et en fait, regardez, Martin a été catapulté à l'extérieur et derrière, eh bien, on monte un peu sur les freins et ça a touché. Ouais, et Mark Martin, je pense, ira dire un petit mot à Kyle Busch, qui pourrait être son fils, après la course, parce qu'il va lui dire certainement c'était un peu trop tôt et un peu trop viril. Et on voit le choc de la 24 de Jeff Gordon. Voilà, c'est ça, et on voit d'où est venu le choc. Ça a un peu ça a freiné juste derrière Kyle Busch. Sadler a freiné, Kenseth a freiné. Et derrière, eh bien, celui qui était le plus mal placé, le dernier là, dans ce train, c'était Jeff Gordon. Et lui, bien, et il a freiné le plus tard possible parce qu'il a eu l'information le plus tard possible, évidemment. Et on voit la touchette de McMurray là devant, avec Dale Earnhardt Jr. qui lui pour le coup a eu une bonne vision et eu le réflexe de lever un petit peu le pied juste derrière John Nemechek. On revoit encore, vous voyez la touchette ici du numéro 5 sur Mark Martin qui a failli partir, heureusement avec la maîtrise, il reste sur le val mais il emmène McMurray tout en haut. Et derrière tout le monde freine. McMurray il commence à être habitué un petit peu avec ses frottages de Murray. Jeff Gordon est on va dire copieusement salué. Comme d'habitude. C'est selon. Et bonjour encore la virtuosité de Mark Martin pour ne pas être parti en travers. On voit qu'il n'y a pas de crevaison, c'est juste la tôle qui frotte et il va falloir changer ça et remédier à ça chez Jeff Gordon. Il faut changer cet avant. C'est mort. C'est fini.
C'est mort. C'est fini parce qu'on n'a pas le droit de le faire dans le Bud Shootout. Voilà, c'est l'abandon. Alors on peut dire que Gordon commence très mal cette saison. Et d'ailleurs quelque chose de cassé en plus hein, dans le moteur. Ouais, en fait c'est pas le pneu qui frotte. Hein. Ah non, ça doit être le moteur. Hein. C'est pas le pneu qui frotte. Et c'est ça qui est, évidemment c'est beaucoup plus grave parce que sinon il suffit de redresser quelques coups de marteau, changer les pneus et c'est reparti pour un tour. Alors que là c'est pas du tout ça. Voilà, on voit le geste des mécanos, c'est terminé. C'est cassé. Et là il faut avoir confiance au cric hein, pour mettre la tête dessous. Et on voit Carl Edwards pendant ce temps-là qui a des problèmes aussi puisqu'il... Alors, Carl Edwards vient d'expliquer qu'il est en train d'essayer de rentrer dans les stands parce qu'en fait, il a un problème de visibilité sur son pare-brise avant. Il y aurait du fluide sur son pare-brise avant. De qui ce fluide arrive, on ne sait pas, mais on a quand même une grosse indication avec ce qu'on vient de voir. Ça pourrait venir de Jeff Gordon, et ce qui expliquerait en effet qu'il y ait eu de la fumée au passage de Jeff Gordon. Donc apparemment, ce serait une casse moteur pour Jeff Gordon. Et là, on voit McMurray, évidemment, qui a été touché le mur pour éviter Mark Martin. C'était pas de la faute de Martin, vous l'avez vu. Et il est obligé maintenant de remédier à ce qu'il a appelé lui-même dans sa radio une prise de sandwich. Et là, on est obligé de redresser un peu. Oui, alors McMurray aura testé un petit peu tous les coins du circuit et aura eu des problèmes sur tous les coins de sa voiture, apparemment à l'intérieur, à l'extérieur, sur 2 rendez-vous. Et cette image de Gordon là, qui abandonne. Ouais, Gordon qui abandonne au grand désespoir de Patricia Lasserre, notre coordinatrice d'antenne, qui est sa première fan. Ouais, et non pas sa première femme, hein, ne confondez pas. Alors Jeff Gordon ne pourra faire sinon, que... il serait milliardaire. Oui, c'est vrai. Parce que sa première femme est quand même partie avec la caisse et 50% et quelques voitures. Comme toute bonne californienne. Alors, Jeff Gordon. En fait, je pensais que ça touchait au niveau du fender, mais je sais pas. Et j'ai tapé une fois à l'arrière de Kenseth et j'ai essayé de rester dans le trafic et puis j'ai vu qu'il y en avait d'autres là qui se sont encore frottés. Ouais, c'est dommage parce que bon, avec ce type de course au draft, il faut bien contrôler, mais c'est vrai que c'est une bonne formule hein, ce Bud Shootout. C'est vraiment dommage hein, de finir alors qu'il me restait encore une cinquantaine de tours à boucler quoi. C'est la difficulté en fait, parce que lorsqu'on est bloqué comme c'est là au milieu, on ne peut pas aller ailleurs, on ne peut pas bouger, il y avait en plus du monde à l'extérieur. Mais enfin, ça reste quand même une bonne expérience, ça reste quand même une bonne initiative et on va bien apprendre pour les prochaines courses. Mais il ne me reste plus maintenant qu'à supporter Jimmie Johnson et essayer de lui envoyer, on va dire, du bon flux pour que celui-ci gagne. C'est vrai que Gordon a raison, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, participer à ces courses est toujours un avantage pour ces pilotes du Bud Shootout parce que justement, ils prennent un petit peu la mesure de cette nouvelle saison, la mesure un petit peu de la reprise et de l'état de santé des pilotes, de l'état de santé aussi des écuries et de la préparation technique des voitures et savoir si on va pouvoir trouver des aides sur la piste au niveau du draft. On vous l'a déjà expliqué, ça c'est un phénomène typique à Daytona et à Talladega, des pistes où les moteurs sont bridés avec des plaques de restriction pour qu'on aille un peu moins vite et donc forcément bien, les voitures roulent ensemble. Alors le draft c'est quoi? C'est 2 voitures qui roulent ensemble et qui vont forcément plus vite qu'une voiture qui roule tout seul grâce au phénomène aérodynamique, un phénomène qu'on vous réexpliquera en images dès le direct du Daytona 500 d'ailleurs. Alors Gordon donc là, eh bien, écoutez, il a été bloqué, il a très bien expliqué et ce qu'on vous disait à l'instant, c'est vrai que les voitures qui sont toutes seules, qui sont esselées, et je parle par exemple des écuries qui n'ont qu'une voiture, et il y en aura cette saison, on vous les dévoilera lors des prochaines courses, eh bien ces voitures-là vont devoir trouver des partenaires de draft. C'est ça un peu le problème et c'est là où justement où les écuries à multi-voitures sont avantagées sur ce type de circuit où il faut piloter
et avoir une course d'équipe pour gagner. Ouais, c'est pour ça qu'on voit toujours dans ces courses les associations un peu improvisées, alors qu'on voit pourquoi Scott s'est mis du tape sur la visière tout à l'heure. Hein. Quand on arrive dans cette ligne droite, le soleil couchant est très très handicapant. C'est ce qu'on voit, il est un peu plus de 17h, 17h30 aux États-Unis, fin d'après-midi. Et quand on arrive dans la ligne droite opposée, évidemment, on ne voit rien. Ce qui est un peu gênant quand on roule à 310 km/h. Les premiers tours de roue pour cette grande saison de direct sur AB Moteur. Nous sommes justement en direct depuis Daytona pour ce Bud Shootout qui réunissait au départ tout à l'heure 21 voitures sélectionnées en fonction des pôles positions de l'année dernière et des anciens vainqueurs de ce rendez-vous spécial. Il y aura plus de 210 000 $ à gagner pour le vainqueur d'aujourd'hui et puis certainement une bonne dose de confiance à récupérer pour les prochaines courses. Les prochaines courses seront les courses de qualification officielle pour déterminer les 2 premières places sur la grille de départ pour Daytona 500. Ensuite, il y aura les Gatorade Twin en direct jeudi soir sur AB Moteur à 20h pour définir la grille complète de la course de dimanche. Et puis dimanche à 20h, toujours en direct, le grand rendez-vous, le Daytona 500. Une course, un mythe. Et ce sera encore cette année, bien sûr, en exclusivité, en direct sur AB Moteur. Pas mal de nervosité quand même hein, pour ce Bud Shootout. Je trouve que c'est pas par hasard s'il y a 4 pilotes qui font ça pour la première fois. On a vu Kyle Busch un peu nerveux. Je pense qu'il se fera un peu enguirlandé par Mark Martin. On a vu un crash collectif et puis quelques mouvements quand même intempestifs, surtout qu'on est relativement loin encore de l'arrivée. Donc si on peut comprendre que ça bouge et qu'on prenne des risques à 3, 4, 5 tours de la fin, quand il reste 50 tours, il faut quand même être raisonnable tant qu'on peut l'être à 300 à l'heure et rester un petit peu dans le draft et dans sa file. Encore sous drapeau jaune, hein, cette course est neutralisée pour la seconde fois ce soir. Et on vous l'a dit tout à l'heure, les tours sous drapeau jaune comptent. Nous sommes dans le second segment, le segment qui comporte donc 50 tours. En fait, c'est juste après le restart officiel que ce problème a eu lieu. Alors faisons un petit peu le point. Il reste officiellement dans le même tour encore 17 voitures. Brian Vickers, Kevin Harvick ont abandonné, de même que Jeff Gordon à l'instant même. Kasey Kahne est à un tour et je pense qu'il est encore officiellement dans la course. On a pu voir à l'instant les petits problèmes de Mac Murray dans les stands. Lorsque je disais tout à l'heure qu'il faut avoir confiance en ses partenaires, ses mécanos, quand on a vu comment les mécanos de Gordon se sont précipités tête la première tout de suite sous la voiture, c'est vrai qu'il fallait avoir confiance aux qualités à la fois physiques et du Jackman et avoir confiance en la solidité du Creek. Car on a pu voir juste après que Mac Murray, bien lorsqu'on lui a soulevé la voiture, le Creek a un peu flanché. Cela ne vous a pas échappé et vous nous l'avez fait remarquer. Vous avez l'œil. Ça nous fait plaisir de voir que cette intersaison ne vous aura pas fait baisser de quelques dixièmes vos yeux de lynx. Oui, c'est vrai, c'est un peu dommage que ce Bud Shootout soit un peu vide au niveau regardez au niveau des ouais, mais de toute façon, c'est jamais plein parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même 200 000 places et même plus plein, que ça. Mais c'est vrai que là, c'était pas prévu pour aujourd'hui, c'était prévu pour hier soir pour les Américains. Et même si on est dimanche. On va répéter un petit peu quelques indications, on va dire quelques petites astuces en ce début de saison avant que certains liens soient remis d'une manière officielle sur le site abmoteur.tv. Notez bien cette adresse, ce sera l'adresse où vous pourrez un petit peu échanger vos opinions, être au courant un petit peu de tout, avoir des liens avec les sites officiels, mettre vos annonces, tout savoir sur nos programmes, faire des jeux concours. Donc n'hésitez pas, mettez-la dans vos favoris cette adresse www.abmoteur.tv. Alors il y a une question qui arrive à l'instant là de Sam qui nous dit mais comment je fais pour vous joindre à part le site AB Moteur? Pour l'instant c'est l'astuce, c'est ce qu'on vous disait. Dans l'attente de mettre un lien beaucoup plus pratique, vous pouvez toujours nous joindre en direct et ce n'est pas payant, c'est gratuit. Ça c'est pour répondre à Sam. Vous pouvez nous joindre sur l'adresse direct@groupe-ab.fr. Direct@
groupe-ab.fr. Et c'est reparti, 29e tour, il en reste donc une quarantaine pour aller remporter la première épreuve de cette saison. Et on retrouve comme par hasard deux des grands animateurs de l'année dernière, Tony Stewart, le champion 2005, et Jimmie Johnson qui fut longtemps son dauphin avant de craquer dans la dernière course de la saison. Ils sont en train de se toucher, de se frotter quasiment, oui. Alors que Kyle Busch, coéquipier d'écurie de Jimmie Johnson, le 48 et le 5, vient lui prêter main forte. Stewart est un peu esselé là avec sa voiture 20. Alors pour l'instant, le classement lors de ce restart est le suivant. Jimmie Johnson devant Kyle Busch, Tony Stewart est 3e. Il y a Mark Martin qui est dans le top 5 accompagné d'Elliott Sadler. Mais vous savez, les positions évoluent assez rapidement sur ce type de circuit. Il y a une deuxième file qui s'est formée avec Tony Stewart en tant que locomotive. C'est la ligne extérieure, la ligne intérieure est beaucoup plus avancée avec comme locomotive et comme leader de la course Jimmie Johnson, tenant du titre, c'est lui qui a gagné ici l'année dernière. Et comme prévu, les Chevrolet et les Ford mettent un peu une pression sur les Dodge qui ont du mal à s'en sortir, notamment Kasey Kahne qui est à un tour, Scott Riggs. Les Chevrolet devant, c'est pas une énorme surprise. Quelques intimidations quand même, on l'a vu lors de ce tour entre Tony Stewart et Elliott Sadler. C'est les pilotes qui sont en train là, d'essayer de se trouver une place intérieure ou extérieure. Et regardez comment Tony Stewart vient faire le push là sur Kyle Busch. Oh là là là. Oh là là, Kyle Busch qui a été projeté aux avant-postes grâce à Tony Stewart. Et qui s'est projeté devant Jimmie Johnson. Mais Kyle Busch m'a l'air, attention, un petit peu nerveux aujourd'hui. Même si il a envie de bien faire, c'est son premier bud shootout. C'est vrai que là, il faut quand même signaler qu'il n'y a pas de points en jeu. Donc c'est vrai que quand on a un top 5 ou un top 10, eh bien ça ne suffit pas. Parce que quand on est dans une vraie course avec des points, on peut se contenter de faire un top 5 ou un top 10. Alors qu'ici, il faut bien dire qu'une seule chose intéresse tous ces pilotes, c'est la première place. Stewart a encore fait un joli push là sur Kyle Busch. Et non pas il a fait un push sur Kyle Busch, ce qui ne voudrait rien dire. Vous avez pu voir aussi comment à l'arrière, c'est un peu bizarre, ils sont à 3 de front, voilà, c'est exactement ce que je voulais vous dire. À l'arrière, on a du mal à trouver des partenaires, on a du mal à trouver une file, et bien du coup, on se retrouve à 3 de front, et certains à 3 de front sont tout seuls. Waltrip revient aux affaires avec son 55. Vous avez remarqué qu'il a son fidèle sponsor avec lui, un Napa, ce qui lui donne un air de famille avec la voiture de la DEI qu'il pilotait depuis des années. Quand je m'explique, quand je dis ils sont à 3 de front et certains sont tout seuls, ça veut dire que forcément il y a des pilotes qui derrière ces fameux pilotes à 3 de front, comme c'est le cas là, vont choisir une ligne, mais par habitude on sait très bien qu'il n'y a que 2 lignes possibles pour aller vite ici. Et donc il y en aura toujours un qui restera donc seul et qui ira forcément moins vite au bout d'un moment puisqu'il n'aura personne derrière lui pour l'aider à avancer vite. C'est ce qui risque d'arriver pas mal de fois à Tony Stewart et notamment lors du Daytona 500 parce que Stewart il a un désavantage, c'est qu'il a ce qu'on appelle la pancarte dans le milieu cycliste, il a l'air que c'est l'homme à battre et donc il n'y a pas grand monde qui va l'aider à part peut-être Dale Earnhardt Jr. Et il faut savoir aussi que son autre désavantage c'est d'avoir avec lui dans son écurie 2 autres coéquipiers mais qui sont des rookies, sont des jeunes pilotes qui n'ont peut-être pas l'expérience nécessaire pour l'aider, à savoir Denny Hamlin et Gigi Yeley qui est absent aujourd'hui. Donc ça c'est 2 handicaps majeurs pour Stewart. Dale Earnhardt Jr. qui se pointe aux avant-postes. Attention Sadler qui s'est intercalé entre Junior et Waltrip. Michael Waltrip là, avec sa Dodge. Et oui, il faudra s'habituer maintenant. Oui. Lui aussi, il est passé de Chevrolet à Dodge. Avec l'équipement de chez Bill Davis. Mais Dodge a pas souvent gagné ce rendez-vous. Vraiment, c'est Chevrolet qui mène. D'ailleurs, ils n'ont jamais gagné Dodge. C'est encore plus simple. Chevrolet a déjà 14 victoires. Ford en a 7. Il est vite, Dale Earnhardt Jr. Là, il est très très vite. Il est en train de mettre la pression sur Kyle Busch, qui même s'il est très performant depuis la saison dernière, et notamment la fin de saison où il avait. On voit qu'il zigzag et Dale Earnhardt Jr. qui fait la feinte intérieur-extérieur, qui veut prendre la tête Dale Earnhardt Jr. On le sent décider. Là, il est bourré d'ambition Dale Earnhardt Jr. cette année. Plus vexé qu'il ne l'a avoué l'année dernière, je pense, de sa mauvaise saison 2005, d'avoir raté les playoffs, assez nettement d'ailleurs. Et il est vraiment très excité de démarrer cette saison. La course s'anime et elle s'anime bien d'ailleurs.
il y a des belles choses, il y a quelques bonnes idées là d'association. Il y a Denny Hamlin qui fait une bonne course, là il est 4e avec son numéro 11. Alors pour plus de précision, parce que je sais que certains vont me demander des précisions par rapport aux chiffres que je viens de donner concernant les constructeurs. Quand je vous disais 14 victoires pour Chevrolet, 7 pour Ford et puis 2 pour Buick, Oldsmobile et Pontiac chacune, c'est parce que j'intègre évidemment depuis 79 ce rendez-vous spécial qui avant s'appelait le Busch Clash et qui depuis quelques années s'appelle le Budweiser Shootout. Mais c'est le même système. Quand il a été créé d'ailleurs, ça faisait que 20 tours, donc c'était très très court. Il est passé à 2 fois 10 tours. Ensuite on a rajouté 25 et puis 70 tours donc depuis quelques années. C'est l'évolution logique d'un championnat qui se veut être de plus en plus spectaculaire, à l'instar par exemple d'un rendez-vous aussi de prestige qui intervient pratiquement à la mi-saison sur le circuit du Loves Motor Speedway. Et je parle bien sûr du All-Star Challenge qui maintenant est le Nextel All-Star Challenge. Eh bien ce rendez-vous, tout comme celui que l'on suit aujourd'hui, eh bien ce rendez-vous a évolué au fur et à mesure des saisons pour avoir un format qui correspond à la demande des fans de plus en plus nombreux. Ils sont nombreux de plus en plus à suivre ces rendez-vous, vous le serez encore cette saison, parce que forcément la course que vous voyez aujourd'hui va vous donner envie de suivre des courses qui celles-ci compteront pour de vrai, compteront pour le championnat. Et voilà une Dodge en tête, ça c'est pas banal. Michael Waltrip avec sa toute nouvelle écurie. Et il est tout seul. Est en tête. Il est bien tout seul, il a 3 longueurs d'avance sur Kyle Busch. Autrement dit, les voitures doivent assez rapidement recoller à ce dernier, à Michael Waltrip, pour refaire le draft. C'est même surprenant parce que souvenez-vous tout à l'heure, il était complètement largué. En tout début de course, il était même tout seul à être à 200 mètres derrière tout le monde. Et bien le voici en tête. Ils ont dû apporter des bonnes modifications dans son écurie pendant les 10 minutes de pause. Michael Waltrip, il faut le rappeler, a une carrière assez bizarre dans la mesure où il n'a que 4 victoires à son actif. Mais sur ces 4 victoires, il a 2 Daytona 500, ce qui est énorme. Il est donc très à l'aise sur ce circuit de Daytona pendant ce temps-là. Et en plus, les Daytona 500, pour ceux qui aiment la famille Waltrip, même si Michael est apprécié, il y a quand même un Daytona 500 qui a été gagné sous drapeau jaune, avec une course qui a été finie avant la fin parce qu'il y a des problèmes de météo. Alors Michael Waltrip fait quand même un très bon travail de démonstration parce que nouvelle équipe, nouveau partenaire, même le même sponsor depuis des années qui le suit, certes, mais nouveau partenaire, nouveau moteur, nouveau mécano, bref, presque nouvelle structure, en tout cas pour la NASCAR Nextel Cup, parce que Waltrip, il a quand même déjà depuis pas mal d'années monté une structure où il a engagé des voitures en Busch Series, mais là c'est pour la Nextel Cup, donc c'est pas pareil. Et il y a Elliott Sadler là qui vient de sortir des stands, Sadler qui est le seul à s'être arrêté aussitôt, qui a observé donc son pit stop obligatoire, c'est le seul à avoir adopté cette stratégie. On a dépassé la mi-course en valeur réelle de tours à boucler aujourd'hui et on ne tient pas compte de ces fameux segments. Il y a du bluff là entre Denny Hamlin et Tony Stewart. Ils sont coéquipiers, donc ils vont céder je pense tous les deux. Ça c'est bien pour Stewart. D'ailleurs on voit avec la caméra placée sur l'arrière de Denny Hamlin, on voit Tony Stewart qui vient lui mettre quelques petits bumps pour l'aider. C'est assez bizarre que Sadler se soit arrêté seul alors qu'il est avec son coéquipier Dale Jarrett. Normalement, quand on s'arrête avec un partenaire, de préférence un partenaire d'écurie. Et c'est assez bizarre que les deux coéquipiers ne se soient pas arrêtés ensemble. C'est vrai que l'année dernière, ça avait d'ailleurs coûté la course. Si je me souviens bien, ça avait coûté la course à Ryan Newman qui s'était un petit peu... ou à Greg Biffle qui s'était arrêté un peu esselé dans les stands. Et Greg Biffle qui n'est pas là... il n'a pas réussi de pole position l'année dernière. Pour ce rendez-vous. Mais il a réussi une sacrée saison 2005, Greg Biffle, qui est parmi les favoris, puisqu'il a fini 2e du championnat à 30 points seulement de Tony Stewart. Qui aurait pensé ça l'année dernière? Kasey Kahne, qui avait un tour de retard, vient de rentrer au garage, me semble-t-il. C'est peut-être fini pour Kasey Kahne. Il n'y a plus que de 17 voitures dans cette course. 30 tours à faire. Oui, on va peut-être bientôt assister à des ravitaillements, des vrais ravitaillements. Les voitures vont être contraintes évidemment pour aller jusqu'au bout, de s'arrêter et d'effectuer donc la recherche de carburant. Ça touche entre Busch et Stewart. Kyle Busch. Kyle Busch est dans les mauvais coups. Je pense qu'il ne fait pas assez attention à ce qui se passe quand même. Ah non, en fait il essayait de rentrer Kyle Busch.
Il essayait de rentrer dans les stands. Oui, mais il faut prévenir quand on est à Daytona. C'était l'un des sujets. Si vous avez regardé les best-of qu'on vous a préparé en 10 volumes dans l'intersaison, vous avez vu peut-être un sujet sur les super speedway. Quand on s'arrête, il faut faire signe avec la main pour que les gens derrière, les pilotes qui sont lancés à 300 à l'heure, vous voient et fassent signe à leur tour aux pilotes qui sont encore derrière. Ou tout simplement, apparemment, il y a eu des gens qui ont été surpris. Ou tout simplement entre spotters. On rappelle qu'un spotter est un mécano, enfin on va dire un membre de l'équipe qui est sur un point très haut du circuit et qui a pour charge d'avertir son pilote des éventuels problèmes sur la piste. Mais les spotters, ils sont les uns contre les autres sur ce point très haut. Et en général, quand il y a comme ça une voiture qui rentre, s'il y a une ou deux voitures qui est juste derrière, eh bien les spotters se parlent entre eux. On dit attention, mon gars il va rentrer. Et là apparemment il y a eu un problème de communication entre les équipes et même un problème tout simplement de compréhension, de lecture des trajectoires entre les pilotes. Et par contre, vous voyez, les deux coéquipiers là, Johnson et Kyle Busch se sont arrêtés ensemble eux. En tout cas, Carl Edwards a fait un travail remarquable parce qu'il est arrivé, il a fait un écart énorme à l'intérieur du circuit, à tel point que je croyais qu'il allait continuer et faire un drive-through à plus de 200 km/h dans la ligne des stands. Mais non, il a réussi à redresser, à revenir. D'ailleurs, je pense que c'est ce qu'on va revoir là sur ce replay. Regardez, Tony Stewart. Là, on va revoir la tentative de rentrer. Qui veut rentrer au stand, mais il peut pas là, il peut pas rentrer au stand. Tony il n'a pas la place. Et donc il se touche avec Stewart. C'est le problème similaire qu'avaient connu Bourdais et Tracy en Champ Car dans un autre championnat. Et ça avait bien mal fini et ça avait fait beaucoup d'histoire. Carl Edwards vient d'avoir un drapeau noir. Alors il est pénalisé, il n'a pas de pot Carl Edwards aujourd'hui parce que tout à l'heure il a été mis à la queue du peloton pour avoir apparemment évité, et c'était de bonne foi, une voiture qui venait le presser. Mais c'était pas remis à sa position initiale. Oui, donc, là il a fait, c'est lui qui a été surpris, donc il a été effectivement encore une fois bien au-delà de la ligne jaune, mais on a bien vu que c'était pour éviter un accident. Et il vient d'avoir un drapeau noir, il va certainement être pénalisé. C'est pas son jour apparemment à Carl Edwards. J'aimerais bien revoir justement là, cette action où Carl Edwards s'en va, il est vrai, très vite pour éviter des voitures qui rentrent. Mais c'est vrai que le choix était bizarre parce qu'en fait, il passe à l'intérieur alors que les voitures rentrent. Donc c'est pas logique, il aurait peut-être dû freiner et tenter l'extérieur. Enfin bon. Peut-être qu'il n'a pas eu beaucoup de temps aussi pour réagir. Quand on il a un petit peu forcé le passage pour rester dans le rythme. En fait, il n'est pas du tout resté dans le rythme puisque il a perdu du temps. On va revoir certainement ça d'ailleurs. Regardez, tout le monde rentre à l'intérieur. Regardez. Ah oui. Oui, il a évité un crash. Bon, c'est vrai qu'il aurait dû passer à l'extérieur, mais quand on a un réflexe comme ça, on passe où on peut. Et ce drapeau noir est un peu sévère. Il est passé bien près, en tout cas, du début du gazon. C'était limite. Alors, en ça fait, aurait été le passing de glace à la façon Earnhardt. En tout cas, il n'a pas vraiment gagné de position, à mon sens. Alors, Johnson, Kyle Busch, Carl Edwards, qui est pour l'instant donc sous le... Carl Edwards, Michael Waltrip, ensuite il y a Denny Hamlin et Tony Stewart. Voilà les 5 premiers de la course pour l'instant. Alors, voudriez-vous dire, d'une manière un petit peu cachée, que la NASCAR surveille d'un peu trop près ce soir Carl Edwards, qui est l'un des grands favoris et l'un des chouchous maintenant du peuple américain, qui voit en ce jeune pilote, bien sûr, tout rapport à la dent bien blanche et aiguisée aussi, parce qu'il a quand même, évidemment, et c'est normal, un peu de motivation et d'ambition. Voudriez-vous dire que la NASCAR a jeté son dévolu sur ce jeune pilote? Ça fait 2 décisions en sa défaveur qui étaient vraiment limites. Donc, pour moi, surtout la deuxième, celle qui vient d'être prise, la pénalité est assez sévère, je trouve. On va s'intéresser à ce qui se passe. Le petit push de McMurray sur Stewart. Alors Carl Edwards qui fait sa pénalité. Oui, un passage obligatoire. Passage obligatoire par les stands. Un drive-through. Vous savez que la langue c'est dans là. Drive-through. On s'excuse déjà pour notre ami ingé son qui devra nettoyer nos mousses de micro. Ça fait mal pour Carl Edwards évidemment. Parce qu'il faudra qu'il fasse un pit stop en plus. Stewart qui a fait, je vous rappelle, du Daytona 500 son objectif principal de cette saison.
en plus de défendre son titre évidemment, mais le Daytona 500, il a tout gagné Stewart maintenant. Il a 2 titres de champion, il a gagné chez lui à Indianapolis, c'était la course qu'il rêvait de gagner, c'est fait. Maintenant il veut le Daytona 500 et donc il faut qu'il fasse de bonnes speed weeks comme on dit, des bonnes courses de préparation. À l'extérieur, regardez Vickers. Là c'est McMurray, Vickers il n'est plus là. Là. Il va falloir s'habituer à ce numéro 26. Le 26 et le 25, il va falloir qu'on s'y fasse. Attention, ça commence à bouger pas mal. Ça chasse dans tous les coins. Stewart qui a réussi à passer devant Ryan Newman. Il va vite Stewart, il est très rapide parce que personne ne l'aide. Il est rapide seul, c'est surtout ça le plus important, il est rapide seul. Le problème c'est qu'est-ce qu'il peut être aussi rapide seul que les autres ensemble. C'est ça le problème. Allez, il reste 24 tours à boucler. Tony Stewart est toujours là, en tête devant McMurray, McElwatrip Jr. Ça bouge un petit peu maintenant puisque Johnson a réussi à faire l'extérieur et à replonger juste devant Tony Stewart. Ouais, ça fait quelques tours qu'il est devant Johnson. Lui non plus, apparemment, n'a pas besoin d'aide. Johnson qui commence à être un petit peu agacé par la presse américaine qui voit en lui un bon pilote mais pas encore un grand pilote. C'est vrai qu'il a fini 2e du championnat il y a 3 ans, 2e il y a 2 ans, 5e l'année dernière. Il a failli finir 2e. Il a failli finir 3 fois de suite 2e et finalement il a fini 5e parce qu'il s'est craché lors de la dernière course. La dernière course, cher. Mais bon, ça veut dire qu'il n'arrive pas à décrocher ce titre qui maintenant... attention, problème c'est un freinage, un freinage pour Stewart. Ouh là 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 là. Oh, Stewart emmène tout le monde avec lui. Pit stop collectif. Lorsque le champion en titre de la NASCAR Next Cup s'arrête, eh bien il emmène avec lui quelques pilotes, car il vaut mieux rentrer avec Stewart pour repartir vite avec Stewart. C'est ça en fait le truc. Alors il y a différentes stratégies. On a vu Sadler et Kyle Busch s'arrêter très tôt. On voit qu'il y en a pas mal qui s'arrêtent maintenant à peu près 20 tours de la fin. Et il y en a qui vont peut-être faire un gaz and go à 5 tours de la fin. Ça serait quand même gonflé parce que ça voudrait dire qu'on garde les mêmes pneus pendant longtemps. Un ajustement châssis pour Tony Stewart. C'est cette manivelle que l'on tourne là sur l'un des points d'accès via le pare-brise arrière. On vient en effet remonter ou descendre les ressorts et on vous expliquera tout cela bien sûr en images et longuement comme d'habitude. Ceux qui connaissent la NASCAR savent de quoi on parle et puis les nouveaux venus, eh bien rassurez-vous, pour le Daytona 500 on aura tout le temps de vous expliquer les différences. Voilà une deuxième salle qui arrive derrière avec McMurray, Dale Earnhardt Jr., Michael Waltrip. C'est assez logique qu'il s'arrête maintenant parce qu'on est au milieu du 2e segment en fait à peu près. Donc c'est pas mal. Kenseth qui n'a pas paru très à son âge aujourd'hui. D'ailleurs on voit qu'il y a des coups de manivelle derrière. Ça veut dire qu'on n'est pas très satisfait au niveau du châssis. Voilà, de la voiture, ce qui ne se fait pas par exemple sur Dale Earnhardt Jr. qui à mon avis sera pas loin de l'arrivée tout à l'heure. Alors les ajustements qu'on ne peut pas voir mais que l'on connaît, ce sont les ajustements de pression de pneumatique qui vont évidemment être mis en place ce soir parce que au fur et à mesure qu'on avance dans la journée et dans la course, forcément la température ambiante et la température de la piste changent et il faut s'adapter au niveau de la pression des pneumatiques, c'est normal. Voilà, là j'ai l'impression que Carl Edwards vient de prendre une 3e pénalité. Non. Pour être entré trop vite dans les stands. Il y a des jours comme ça, je crois. Qu'on vérifie ça, là c'est la loi. Il y a des courses comme ça, il ne faut pas chercher à comprendre. Je ne suis pas encore certain de cette info, mais on va avoir confirmation très vite. Et on va faire un point sur le classement avec des voitures qui arrivent lancées parce que celles qui sortent des stands évidemment commencent à monter en puissance et en vitesse, température de pneumatique aussi. Lancées, Elles n'ont pas forcément la même température de pneus et donc se doivent de rester un peu à l'intérieur. Elles ne peuvent pas trop encore aller à l'extérieur. Ce serait trop risqué. J'ai l'impression que Stewart n'a pas fait un bon arrêt au stand. On va essayer de vérifier ça. On voit donc Scott Riggs avec à bord de la voiture de Dale Jarrett. Voilà les 2 leaders. Je crois qu'ils se sont arrêtés ni l'un ni l'autre. Ah si, ils se sont arrêtés tous les deux, mais ils ont pris que 2 pneus, c'était en tout début de séquence. Donc ils étaient à un tour et là, les voici détachés tous les deux. Alors est-ce qu'avec 2 pneus, on peut gagner seul c'est gonflé, parce que évidemment 2 pneus, ce qui explique qu'ils ont un peu d'avance, mais à mon avis ils vont être bien vite rattrapés par le pneu. Et ils auront alors le désavantage d'être
avec 2 pneus seulement. Oh là, joli travail d'équipe entre Denny Hamlin et Tony Stewart. Regardez. Ouais. Alors, on entend dans la radio, vous voyez en haut de l'écran, le 99, donc Carl Edwards, qui commence à en avoir un peu marre d'être pénalisé. Effectivement, il est pénalisé. Il dit « Je ne rentrerai pas ». Cette pénalité, c'est n'importe quoi. Et il veut pas rentrer au stand. Oh, quel travail de la Gibbs Racing. Et c'est la première fois. Et leader. Et oui, c'est la première fois que cette saison, un leader est un rookie. Et il a été aidé, poussé par. Oui. Écoutez, franchement, cette qualification. La saison dernière, quand il est arrivé avec ses 7 courses, il a fait un top 10, il a fait une pole, il a fait. C'est peut-être la révélation 2006 que vous voyez ici, Denny Hamlin, à suivre de très très près. Denny Hamlin en fin de saison, on l'a souvent vu aux avant-postes. Et on se rappelle que s'il est là ce soir, c'est grâce à sa pole position à Phoenix, 35e course de la saison régulière et avant-dernière course des playoffs de la saison 2005. Je crois qu'il avait fait un top 10 à sa 2e course, il a fini 8e. Mais franchement, c'est une belle surprise. On aura l'occasion de parler de cette saison 2006 où il y a énormément de rookies présents, engagés. Et c'est peut-être l'une des meilleures années depuis la saison. On a vu arriver en même temps les Johnson, les Newman. Ils sont absents aujourd'hui, mais on vous en parlera au Daytona 500. Il y a Reed Sorensen, il y a David Strem. Il y a plein de bons rookies qui arrivent cette année. Oui, il y a même des pilotes qui sont engagés, qui sont engagés un petit peu comme ça. On se demande comment et pourquoi, mais il peut y avoir des bonnes surprises cette année. Et donc on verra que parmi ceux cités, il y a aussi Brent Sherman qui devrait prendre aussi le départ. Il aura plus de mal déjà parce qu'il avait moins de résultats en Busch Series et il sera dans la petite écurie, la BAM Racing. Par contre, on peut les considérer pas comme des rookies mais comme des jeunes pilotes encore qui peuvent se révéler. Il y a des gens comme Kazemirs qui peuvent se révéler cette année en tant que grand pilote. C'est son année ou jamais, Kazemirs. Il est leader de chez Target Chip Ganassi. D'autant plus qu'il vient de gagner les 24 heures de Daytona avec l'équipe formée de Scott Dixon, ancien champion IndyCar, et puis du récemment double champion Indy 500 et champion Indy qui a été le transfuge de l'intersaison, le Britannique Dan Weldon. Et bien les 3 hommes ont gagné ce rendez-vous pour l'écurie Ganassi Racing. Ganassi qui en NASCAR en tout cas aura une équipe très jeune. Ça sent le renouveau pour un long terme. Peut-être un peu trop de jeunes d'ailleurs et pas assez d'expérience. Un peu trop de jeunes cette année. Et Ganassi qui est, rappelons-le, qui était engagé avec Toyota en IndyCar, ce qui pourrait faire penser, d'ailleurs la presse américaine en parle, qui pourrait s'engager avec Toyota lui aussi en NASCAR la saison prochaine. Pour l'instant, la Gibbs Racing est en tête avec 2 de ses pilotes, Denny Hamlin et Tony Stewart. Derrière, on trouve une Dodge Ryan Newman, puis viennent Mark Martin, Dale Earnhardt Jr. et Kyle Busch. En tout cas, la Ford qui pour l'instant c'est le mieux montré aux avant-postes, c'est celle de Mark Martin. Rappelons que nouvelle Ford Fusion engagée cette année, donc on attend aussi de savoir comment elle va se comporter en course, comment elle va se comporter dans le draft. Et apparemment, on peut dire que les premiers tours en piste sur ce circuit de Daytona se sont plutôt pas mal passés pour ce nouveau corps, ce qu'on appelle le body de la Ford Fusion, pour entre autres l'écurie de la Roche Racing qui a encore cette année 5 voitures engagées. Là, c'est le calme avant la tempête. On est en file indienne. Et à mon avis, ça va se regrouper. On va reformer 2 files à quelques tours de la fin. Et là, il va y avoir de la pression. À n'en pas douter. Je pense que ça doit discuter pas mal dans les radios en ce moment. Attention à l'expérience de Mark Martin. Vainqueur ici en 99 de ce Bud Shootout. Même si les courses sur Super Speedway ne sont pas vraiment sa tasse de thé. Il n'aime pas ces courses en paquet, Mark Martin, tout le monde le sait. Non, mais il aimerait bien partir en retraite avec un Daytona 500.
Ça, c'est quand même l'objectif. C'est l'objectif. De début de saison, on verra après pour la suite. Le deuxième objectif, parce que le premier, c'est le titre, évidemment, qui est toujours possible. Ça dépend dans quel ordre on le met, oui, c'est sûr. Cette super écurie de la Roche Racing qui va faire encore des étincelles cette année. La Dodge de Newman est pas mal du tout. Hein. C'est vrai qu'on a peu vu en début de course. Là, il est troisième, bien calé. Il va essayer de faire cette année ce qu'il a un petit peu loupé l'année dernière. Attention. Ouais, Marc Martin qui s'est écarté, qui cherchait peut-être l'aide de Dale Earnhardt Jr. qui ne lui a pas accordé. Et du coup, Marc Martin perd 2 positions. Dale Earnhardt Jr. se replace. Hein. Il va être dangereux, Dale Earnhardt Jr. Alors, il serait intéressant de voir si, par exemple, Michael Waltrip et Ken Schrader vont être ensemble là, dans le draft, parce que les deux hommes se retrouveront en boucherie cette année au sein de Blueco Motorsports. Blueco Motorsports, pour être plus précis sur la prononciation. Waltrip et Schrader seront donc ensemble dans ce championnat de seconde division. Et donc, peut-être que on ne sait pas. Ils vont peut-être trouver la solution avant la fin de la course pour faire le draft ensemble. Allez. Stewart a été un peu survireur. Il est pris un peu large ce virage, ce qui fait qu'un deuxième cordon s'est formé. Attention à l'extérieur. On approche des 10 derniers tours. L'arrivée de McMurray. Stewart pas aidé pour l'instant. Il a perdu le contact avec son coéquipier numéro 11, Denny Hamlin. Dale Earnhardt Jr. pour une fois ne l'a pas aidé. Donc Stewart perd des positions. On se retrouve 7 ou 8e. Attention, c'est pas le moment de perdre des positions à 11 tours de la fin. On n'entend plus parler de Ken Schrader qui avait mené le début de la course, mais qui là s'est fait un peu larguer. Kenseth à l'intérieur sur Tony Stewart. Kenseth vient de s'intercaler entre les deux coéquipiers. Attention, il y en a qui s'échappent là. Il y a un groupe de 7 voitures. Attention, Stewart qui a fait un écart, qui s'est touché avec McMurray. Oui, j'ai confondu Junior et Stewart tout à l'heure, hein, lorsque Newman a fait cette et voilà, le deuxième fil, la deuxième passe file se forme avec Kyle Busch, Waltrip et Johnson. Oh là là, Waltrip a l'air d'avoir une très très bonne voiture aussi. On le sent impatient. Et puis il a peut-être une reproche à prendre hein, sur Dale Earnhardt Jr., son ancien coéquipier. On sait que pendant le début de la saison dernière, on ne disait pas les choses, on disait que ça allait bien, mais en fait ça n'allait pas. Mais là, bon, je crois que le torchon a définitivement fini de brûler entre les deux et que maintenant sur la piste, eh bien, ils vont vouloir un petit peu en découdre à la loyale. Waltrip qui a conservé hein, son sponsor, ce sponsor bleu et jaune que vous reconnaissez ici. C'est le sponsor personnel hein, de Michael Waltrip. Plutôt d'avoir le 15, il a le 55, ce qui n'est pas très différent finalement avec cette voiture bleue et ce sponsor qui lui reste fidèle. Oui, en parlant de la DUI, hein, vous savez que Dale Earnhardt Jr. a monté une écurie en Busch Series et la DUI fournira également les moteurs de l'écurie de Robbie Gordon. Alors ça c'est intéressant parce que ça va nous donner peut-être un petit peu plus de fiabilité pour Robbie Gordon, et on sait déjà que lors des tests ici à Daytona ça s'est plutôt bien passé pour celui qui a fait le Dakar et qui malheureusement a dû regarder la plage de Dakar depuis sa chambre. Stewart et Martin qui se sont fait surprendre tout à l'heure reprennent du poil de la bête. À 9 tours de la fin, c'est pas trop tard parce que les tours sont grands ici. 2 miles et demi, 4 km. Oh, Stewart et Junior avec Newman, ça y est, c'est parti. Attention, cette association est très dangereuse pour les autres. Stewart et Junior. Oui, ils s'entendent bien, hein, le 8 et le 20. Oh, attention. À 3 de front avec Newman qui a décidé de prendre un petit peu le milieu. Il a poussé Kyle Busch qui a failli toucher le mur. Enfin, il a poussé, c'est une façon de dire. Il a obligé Kyle Busch à remonter sur le haut du circuit dans le virage, ce qui automatiquement le condamne à perdre des places. Allez, c'est parti. C'est parti, là. Les hostilités sont ouvertes pour cette première épreuve de la saison 2006. Stewart, il veut créer une nouvelle file. Il veut pour cela être aidé par Dale Earnhardt Jr. Mais non, il va en fait aller chercher le draft avec la voiture qui est devant. Ouais, comme tout à l'heure, Denny Hamlin et Tony Stewart vont essayer de reformer le couple en tête. 8 tours à boucler, 8 comme la voiture de Dale Earnhardt Jr. qui essaye maintenant de faire le draft avec Tony Stewart. Mais j'ai l'impression que Stewart essaye un petit peu de s'en échapper afin de ne pas avantager cette voiture rouge sur les avant-postes. Deux jeunes pilotes. Hein. Ah, ça y est, Stewart est revenu derrière Hamlin. Oui, ils essayent de passer devant Kyle Busch et son numéro 5. Ouais, en fait, Stewart essaye de faire une chose depuis tout à l'heure, c'est de profiter de Junior quand ça l'arrange et d'essayer de ne pas l'avoir derrière lui lorsqu'il revient sur Hamlin. Donc c'est un petit peu difficile. Un petit peu trop loin de l'arrivée, même si cette tour ça paraît peu, c'est encore beaucoup.
Donc c'est pas le moment encore de prendre le risque majeur. Si prise de risque il y a, ce sera quasiment dans le dernier ou l'avant-dernier tour. En tout cas, on peut déjà être surpris par ce qui se passe à 7 tours de l'arrivée et ce qui s'est déjà passé. Il était loose, Kyle Busch. Il a failli perdre le contrôle. Oui, on peut dire qu'on est un peu surpris par ce qui s'est passé, plus au niveau des abandons et des grosses surprises comme Harvick ou comme Gordon. Mais là, on peut dire que la surprise, c'est de voir Hamlin en tête. Et Stewart s'est décalé, c'est peut-être une erreur pour Tony Stewart parce que du coup, Dale Earnhardt Jr. a pris la corde. Oui, la belle performance d'Hamlin qui mène, la belle performance de Waltrip avec cette nouvelle écurie et donc une très bonne voiture. Regardez comment il arrive à trouver sa trajectoire, Waltrip. Ouais, ça touche entre Dale Earnhardt Jr. et Tony Stewart. Je peux vous dire que ces deux hommes s'entendent très bien dans la vie. Et c'est donc de la course virile mais correcte. Et si Denny Hamlin, le jeune pilote, mettait tout le monde d'accord, c'est fort possible. Il a 5 ou 6 longueurs d'avance. Alors, il faut savoir que à Talladega et à Daytona, ces deux super speedway où on a besoin de plaques de restriction, eh bien les pilotes passent autant de temps à regarder ce qui se passe devant que regarder ce qui se passe derrière. Ils ont un miroir panoramique, ils ont besoin de savoir qui est derrière et qui se trouve à l'intérieur ou extérieur à l'arrière pour savoir s'ils peuvent bouger. Ça va tellement vite, mais ça fait partie des habitudes, des attributs d'un bon pilote sur ce type de circuit. Touchette ici avec McMurray derrière, à peu près la 10e position. Heureusement, c'est resté dans la trajectoire. Hamlin en tête, côte à côte derrière, le 8 de Dale Earnhardt Jr., le 20 de Tony Stewart. Ensuite, on trouve Michael Waltrip, le 55, et Jimmy Johnson, le 48. Je pense que là, Stewart, maintenant, on est arrivé au point où il essaye d'aider Denny Hamlin à gagner cette course. Il essaye soit de le protéger... oui, c'est ça. Regardez, Stewart essaye un peu d'embêter Dale Earnhardt Jr. afin que celui-ci n'aille pas dans le draft de Denny Hamlin. Voilà, en fait, il essaye quelque part d'aider Denny Hamlin. Ouais, mais enfin, s'il peut gagner, il va pas se Non, mais là, en tout plus, cas, sur les deux derniers tours, c'est ce que faisait Tony Stewart. Il a été aidé par... Je pense qu'il essaye de protéger les deux voitures de son écurie jusqu'au dernier tour. Ça a touché là dans la sortie de virage. C'est McMurray, je crois encore, qui a goûté du muret. C'est le cas de le dire. Du coup, il aura... Avec un nom prédestiné, il y a encore les marques. Il aura touché partout, lui. Depuis le début, intérieur, extérieur. Il aura touché de la tôle des voitures, il aura touché du béton. Newman en difficulté, ça a touché aussi pour lui. Frotte. Allez, drapeau jaune. Ah, dommage. Oh là là, drapeau jaune. Drapeau jaune à 3 tours de la fin. Alors attention, soyez assurés que cette course se finira de toute manière sous drapeau vert. Par le biais du règlement mis en place pour toutes les courses. C'est-à-dire que la course se finira, même si là on tourne encore sous drapeau jaune pendant quelques temps, elle se finira par 2 tours sous drapeau vert. Et on voit que McMurray touche le mur, Newman touche le mur assez violemment lui aussi. Et c'est Newman qui a été le plus durement touché. C'était pas... je ne sais pas si c'était indispensable pour la NASCAR de sortir ce drapeau jaune à 3 tours de la fin. S'il y a un petit débris, on va prendre des risques. Sachant que les pilotes dans les 3 derniers tours, puisque c'est ce qui restait, auraient pris tous les risques. On sait surtout que la NASCAR dans les 5 derniers tours a la main leste. Dès qu'il y a un petit truc qui se passe dans les 5 derniers tours, il lève le drapeau jaune. Histoire de resserrer un petit peu les écarts et qu'on arrive à un vrai sprint final avec plusieurs voitures à la bagarre pour la gagne. C'est un peu de bonne guerre, c'est pas souvent super sportif, mais bon, tant que les pilotes ne se plaignent pas, on va pas le faire pour eux. Ouais, il y a des débris apparemment, donc on n'a pas pris de risque. McMurray ici, là, dans sa voiture. Ah non, c'est Denny Hamlin, autant pour moi. La grosse cote, Denny Hamlin, mais ça va finir par devenir une habitude. Ouais, parce qu'avec Carl Edwards, déjà l'année dernière, on a été bien servi. Ouais, ça pourrait être le Carl Edwards de l'année 2006. Alors, faut pas non plus... aller trop vite parce qu'on se souvient par exemple que, puisqu'on en parle, McMurray a gagné sa première course lors de sa 2e tentative seulement. Oui, mais en remplacement de Stalin Marlin aussi. Mais c'était déjà en 2002. Il avait quand même une voiture qui était très bien réglée, une écurie qui tournait plutôt pas mal puisque Stalin Marlin a été longtemps cette année-là en tête du classement général. Il a été blessé au dos alors qu'il était en tête du championnat et il a été remplacé par McMurray qui en effet, vous l'avez précisé, avait gagné dès son deuxième départ. Quand on arrive dans le grand circuit de la Cup Series, gagner à sa 2e tentative, c'est quand même exceptionnel. Kevin Harvick avait gagné à sa 3e tentative aussi. Et lui aussi, il avait beaucoup de pression parce qu'il remplaçait Dale Earnhardt qui venait
malheureusement décédé au Daytona 500. Ouais, mais les deux ensuite ont un peu déçu sur la suite de leur carrière parce que McMurray, ça a été la seule victoire depuis 3 ans. Ça prouve peut-être que ces pilotes-là ont pu gagner grâce à la pression qu'on leur a mise et à la pression qu'ils se sont mis aussi peut-être également. Ouais. Parce qu'ils se sont peut-être ensuite obligés de continuer à gagner. Il n'y a rien de pire, surtout que la concurrence se fait rude. Alors là, il y a des problèmes pour McMurray, puisqu'il a touché le mur, vous l'avez vu, juste en même temps que Ryan Newman. Et cette voiture 26 est bien amochée dans tous les sens. Hein. À gauche, il y a des marques de pneus, à droite, il y a des marques de mur. Et devant, il y a des marques de pare-choc. Derrière aussi, c'est vrai qu'il a tâté de la tôle du muret. Et Newman, lui, a perdu toute chance. Ça touche à l'arrière droit. Et on va avoir droit à un shootout. Ça tombe bien puisqu'on est dans le Budweiser shootout. Mais là, on va avoir un vrai sprint, donc un drapeau vert de 2 tours. Ça va se jouer à pas grand-chose. Avantage à la Gibbs Racing avec Stewart et Hamlin qui vont repartir premier et deuxième. Il va pas repartir Newman. Il va pas repartir Newman. De toute façon, maintenant, il ne peut plus gagner. Donc, ça ne sert pas à grand-chose à la limite puisqu'il n'y a pas de points à prendre dans cette course, encore une fois. Il n'y a que de l'argent. Il n'y a que de l'argent et du prestige. Et une ligne sur un palmarès pour ouvrir de la meilleure façon une saison. Kyle Busch peut-être la surprise. On voit ce qui s'est passé tout à l'heure au début de la course quand il a poussé Mark Martin. Là c'est Johnson. Derrière Johnson. On l'avait pas vu avec cette caméra là. Et puis avec Junior là qui était un peu loose et qui du coup s'est rapproché dangereusement de Kyle Busch, et Kyle Busch a évité le pire. Et on est sous régime de drapeau jaune. Ça y est, nous avons atteint les 70 tours. Donc ça veut dire que dès que le drapeau vert sera agité, les voitures effectueront 2 tours sous drapeau vert afin de finir d'une manière, on va dire, spectaculaire cette course, parce que la NASCAR a fait les frais il y a de cela 2 ans, de courses qui, après de longues et périlleuses batailles, se terminaient comme cela bêtement sous drapeau jaune. Donc plus jamais ça, avaient dit alors les fans, et ils se sont exécutés du côté de la NASCAR. Là, c'est Mike Ford, le chef d'écurie de Denny Hamlin. Et Newman abandonne officiellement direction des garages. Ouais, on a une bonne voiture, elle marche très très bien. Denny fait du très bon travail. Donc un shootout, c'est difficile, mais on va essayer de... Ouais, c'est vrai que c'est sa 8e course de sa carrière en Cup. C'est vraiment fantastique de le voir évoluer à ce niveau. Il s'appelle Mike Ford et il est chef mécano d'une voiture Chevrolet. Que voilà. Oui, c'est vrai que c'est pas un nom prédestiné pour travailler chez Chevrolet, mais que voulez-vous? Ford est un nom assez commun finalement aux États-Unis. C'est vrai. Enfin, c'est comme Renault chez nous. Alors on attend avec impatience évidemment ce drapeau vert, puisque nul doute que Dale Earnhardt Jr. ou que Johnson ne veulent pas laisser les deux pilotes de Joe Gibbs aller l'emporter, que ce soit l'un ou l'autre. Attention, le drapeau vert va s'agiter très bientôt. On attend que le Pescar s'écarte. Ils ont bien mené leur barque pour l'instant, Stewart et Hamlin. Ça va et regardez, démarrer. L'avantage du règlement d'aujourd'hui, c'est qu'ils vont démarrer en 1e et 2e place et que chacun va prendre une ligne aux avant-postes. Alors que sur une course normale, ils auraient été l'un derrière l'autre, ce qui aurait été aussi un avantage, il faut le dire. 8 km Mais là, à faire. Ils peuvent bloquer les 2 lignes. 2 fois 4 km, 2 fois ce tour de Daytona. Stewart à l'intérieur, Hamlin à l'extérieur. Les deux hommes vont s'entendre, je pense, jusqu'au dernier virage peut-être. Et ensuite, ce sera au plus rapide. Ils vont essayer de conserver et de jouer la course d'équipe. Mais attention derrière, ça va pousser. Il va falloir créer une 3e ligne. Ils se sont entendus les deux, parce qu'évidemment, je ne pense pas qu'ils vont faire tout de suite le draft. Non, voilà, c'est ça. Stewart bloque un petit peu. Mais Johnson, malheureusement, Hamlin donne un peu le draft à Jimmy Johnson, là, sans faire exprès. Stewart s'est fait déborder par Johnson. Johnson qui prend maintenant l'extérieur. Johnson-Stewart, ça a été la grande affaire de la fin de saison 2005. Ça a été le grand duel pour le championnat. Et là, ça semble être encore le cas sur ce premier rendez-vous. Attention, Mark Martin aussi en 4e position.
Ça y est, drapeau blanc, dernier tour. Il s'est fait enfermer là pour l'instant, Stewart. Et Stewart qui va maintenant aider Denny Hamlin, parce il va peut-être, voilà, un petit push de Stewart. Excellente tactique. Il est en train de donner la victoire à Hamlin. Stewart, grand seigneur. Stewart, grand seigneur, il est en train de donner la victoire à Hamlin. C'est pas fini, il reste encore une grande ligne droite et un virage. Écoutez, rares ont été les rookies à avoir remporté le Bud Shootout et Dale Earnhardt Jr. en fait partie. Et Stewart est en train de protéger Denny Hamlin Jr. qui est à l'extérieur. Hamlin qui va y aller. Il va y aller tout seul, Hamlin. Superbe travail de protection du champion. Comment accueillir de la meilleure manière un jeune pilote en lui offrant une victoire de prestige et un chèque de 210 000 $. C'est fait. Hamlin remporte devant Stewart la course du Bud Shootout. Magnifique tactique des deux et vous l'avez dit Philippe, Stewart grand seigneur qui s'il n'a peut-être pas fait exprès de perdre une ou deux positions dans l'avant-dernier tour, eh bien a clairement protégé, incontestablement aidé Denny Hamlin qui, comme on l'avait dit, risque d'être une grande révélation cette année. Première participation au Bud Shootout, première participation à une saison complète puisqu'il n'a fait que 7 courses l'année dernière où il avait déjà donné quelques aperçus de son talent. Denny Hamlin, il est félicité par tout le monde, Hamlin. Il est bienvenu au club des gagnants tout simplement. Alors bien sûr, ce rendez-vous ne compte pas officiellement pour le championnat, mais je peux vous dire que Stewart, quelque part, c'est son intérêt un peu de mettre en bonne situation Hamlin. Pourquoi ? Parce qu'il a vu déjà l'année dernière que c'était un jeune pilote talentueux, mais surtout, il n'a plus un pilote d'expérience comme Bobby Labonte pour pouvoir l'aider. Et donc, il a besoin d'un homme fort, d'un homme confiant pour l'aider à défendre son titre. Et Stewart, pour cela, est bien un bon calculateur. Madame et monsieur Hamlin. Bien sûr, Mais qu'est-ce que ce sera si jamais il gagne le Daytona 500 je vais avoir une crise cardiaque, dit le papa. Vous êtes fier de votre fils. C'est l'un de ses meilleurs moments en carrière, peut-être, non? Vous avez dû vivre tellement de choses avant d'arriver ici et à ce point-là. Elle n'entend pas grand-chose en fait. Je pense qu'il est là. Elle avait simplement oublié qu'elle avait un casque sur les oreilles qui empêchait d'entendre. C'est une belle émotion. En tout cas, c'est un bon moment pour commencer cette saison. Alors comment il va fêter ça? C'est bien. Contre le muret, c'est pas mal. Ah oui, c'est bien, c'est bien. C'est quand même une histoire incroyable que cette voiture FedEx numéro 11 de la Gibbs Racing, parce que c'était un peu la voiture expérimentale de la Gibbs Racing. Il y avait Stewart et à l'époque il y avait la 18 de Bobby Labonte, et dans cette voiture 11 on a mis plusieurs pilotes. Il y a eu Jason Leffler, il y a eu Gigi Yeley qui sera titulaire cette année dans la 18 chez Gibbs Racing, et on a mis Denny Hamlin, Joe Gibbs et son fils JT Gibbs, les deux patrons ont expérimenté ce pilote, et il a donné de tellement bons résultats tout de suite qu'il a instantanément gagné sa place de titulaire pour cette saison 2006, et là il les traîne de la meilleure façon possible. Ouais, c'est une belle histoire, hein. Première victoire, même si elle n'est pas officielle, c'est une première victoire quand même qui compte, hein, pour Denny Hamlin. Première victoire aussi pour son chef mécano. Donc ça veut dire que quelque part, tout le monde va démarrer cette saison en confiance. Ouais. En confiance, avec l'aide du champion. Et je vous le disais, alors il a bien sûr explosé les pneumatiques, mais personne ne va lui en vouloir parce qu'il peut même les rembourser avec la prime d'aujourd'hui. On peut dire qu'en effet Stewart s'est mis dans de très bonnes positions. Il s'est du coup quelque part installé en tant que chef incontesté, mais ça on le savait, de l'écurie cette année. Et je savais qu'il avait une voiture rapide et il a fait vraiment du bon travail. Ouais, je savais qu'on pouvait faire 1-2, mais c'était un peu juste quand même. Somebody else is going to die at Daytona or Talladega with what we're doing right here. So I hope I'm not around when it happens. Voilà. Alors du coup maintenant ça va poser un problème parce que du coup ce sera l'un ou l'autre maintenant du coup sur ce type de course. L'un ou l'autre devra tuer l'autre. Ouais, c'est surtout qu'il espère qu'il n'y aura pas d'accident mortel, parce que c'est vrai que sur ces courses de Super Speedway, Mark Martin l'avait déjà dit et ils sont en train d'en parler, je pense, Stewart et Dale Earnhardt Jr. C'est tellement dangereux que quelqu'un il laissera sa vie un jour. C'était assez sauvage à la fin. Ouais, ça touchait de partout, bing bang. Et quand on est au milieu, je peux vous dire que ça fait drôle. Ouais, on a fait un peu la course avec Tony, ça s'est un peu frotté, mais c'était sympa. Ouais, et on a entendu Tony Stewart faire des commentaires très très durs sur le bump draft. C'était très dangereux et que quelqu'un allait mourir un jour.
Ouais, mais on peut pas faire ce type de course sans le faire. Sans faire ça. Oui. Sans faire du bon draft. Ça fait partie de cette course de super speedway. C'est dangereux, mais c'est comme ça. Mais je me suis bien amusé à faire la course avec Tony. Mais c'est vrai que être touché quand on arrive dans un virage ou le virage 2, comme ça m'est arrivé, ça fiche la trouille. Ah, c'est très très dangereux. Mais ils nous payent bien pour faire ça, donc quelque part, c'est un peu la balance. Des propos très intéressants de Stewart et de Dale Earnhardt Jr. C'est vrai. C'est vrai que Des c'est pilotes expérimentés sur ce type de Et Mark circuit. Martin l'a dit l'année dernière, hein, il a dit c'est très Il parlait dangereux. peut-être de ce jeune homme qui avait un pilotage un peu difficile aujourd'hui pour les autres. Oui, j'ai essayé de me sortir d'une situation où quelques pilotes essayaient de s'immiscer entre deux voitures. Donc c'est pour ça que j'ai fait des zigzags. Ouais, peut-être qu'il va falloir sur ces courses réduire la puissance moteur, comme certains journalistes l'ont demandé, d'ailleurs, et certains pilotes. Mark Martin, ça fait longtemps qu'il n'aime pas ces courses-là de Daytona et de Talladega. Il y en a 4 par an, et 4 fois par an, eh bien, le public, il faut bien le dire, vient aussi pour voir des champions, et vient aussi pour voir des super crashs. C'est très spectaculaire, ça fait des belles images pour les génériques, mais parfois on a vraiment très peur. Non, c'est vrai. Il ne faut pas oublier qu'ils mettent en vue. Et vous découvrez ce visage, Denny Hamlin, 5e pilote à gagner sa première apparition. Je ne peux pas y croire, c'est génial. Merci à mes sponsors. Et on va venir cette année, on va gagner le titre de meilleur rookie cette année. Quand Tony s'est rapproché, il y avait 4 tours à faire.